Bienvenue à cette nouvelle production de votre talk show du samedi après-midi, tous azimuts. Avec nos invités, nous ferons le tour de l'actualité de la semaine. Plusieurs sujets ont d'ailleurs retenu notre attention tout au long de cette semaine et parmi ces sujets, la visite des inspecteurs de la CAF et de la FIFA. Ces derniers ont passé en revue les installations sportives hospitalières, routières et hôtelières du triangle national, davantage les villes susceptibles d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations pour l'année 2022 prochaine, notamment les villes de Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Douala, pour ainsi vivre pleinement l'effervescence dans ces localités. Comment peut-on évaluer cette visite? On en parlera dans le cadre de ce programme du samedi après-midi sur la télévision du Monde. Également cette semaine et davantage avec l'an 31 du Social Democratic Front. Nous parlons là de politique et notamment de cette formation politique de l'opposition. Elle se réclame d'ailleurs d'être la principale de l'opposition. Ce parti est-il à la croisée des chemins? C'est la question qui meuble notre samedi après-midi ce soir. On se souvient, le 26 mai 1990, le SDF naissait dans le sang à Bamenda, chef de la région du nord-ouest du Cameroun, au plus fort d'une revendication pour le retour au multipartisme au Cameroun. Quel est le chemin parcouru par le SDF du chairman John Frundi? Quel peut être le bilan aujourd'hui de cette formation politique et quelles sont ses perspectives pour les années à venir au regard des échéances qui se présentent? Nous en parlerons avec nos invités. On reviendra également sur le Covid-Gate, c'est l'affaire autour de la gestion des fonds Covid-19. Pourquoi la controverse autour du rapport d'étape de la Chambre des comptes? Avec nos invités également, nous ferons le tour de la question et pour plus sortir. Budget de l'exercice 2021, on le sait, Paul Biya revalorise l'enveloppe. Une ordonnance modifiant certaines dispositions de la loi des finances 2021 a été signée par Paul Biya. C'était mercredi dernier. Quelle incidence sur le budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2021? Voilà, mesdames, messieurs, les sujets déclinés qui seront débattus par nos invités, excusez du peu, 5 pour échanger autour de ces différentes problématiques. Mais avant d'arriver aux invités, on prend cette transition. Des invités, je vous l'ai annoncé, ils sont 5 au total, des invités avec lesquels nous ferons le débat avec vous également à la maison, 6 96 14 03 12, 6 96 14 03 12, c'est l'un des codes d'accès à ce programme. Vous pourrez également nous envoyer vos contributions via LTM TV officiel, c'est notre page sur le réseau social Facebook et avec vous, nous ferons la part du débat et aussi avec nos invités confortablement déjà installés sur ce plateau. Je l'ai dit, ils sont 5 à nous accompagner ce samedi, excusez du peu. Et ces acteurs politiques vont bien évidemment décrypter l'actualité de la semaine. Et parmi nos invités de ce samedi, le sieur Clément Joumoifo, transfuge du Manidema. Il a été militant dans cette formation politique. Aujourd'hui, il est peut-être à la recherche d'une nouvelle formation politique. Cet acteur politique est avec nous ce samedi. Clément Joumoifo, bon après-midi à vous. Bon après-midi, monsieur Tomé. Bon après-midi à nos panélistes. Merci à vous de nous accompagner dans le cadre de cet échange sur la télévision du Monde. Juste à votre gauche, un autre acteur politique va nous accompagner. Il nous vient du mouvement réformateur. Lui, c'est Jonas Yoman. Il est avec nous dans le cadre de cette émission. Jonas, bon après-midi également à vous. Merci bien, monsieur Tomé. Et bon après-midi à mes panélistes. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs, également d'être avec nous. Juste à votre suite, le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, lui, c'est le sieur Guy Stéphane Niasse. Il nous revient dans le cadre des émissions sur la télévision du Monde. Guy Niasse, bon après-midi. Merci Frédéric. Bon après-midi à tous mes companélistes.
En face, nous aurons également des acteurs politiques et non des moindres, et qui vont nous accompagner dans le cadre de cette émission de tous azimuts de ce samedi sur la télévision du Monde, notamment le responsable de la communication du Social Democratic Front pour le littoral, Xavier Bellemé Annan, c'est son nom. Il nous revient notamment des DA où il a participé pleinement à la célébration de l'an 31 du SDF. Xavier, bon après-midi à vous. Bon après-midi Frédéric, bon après-midi à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde, bon après-midi aux journalistes. Nous avons l'impression de remettre nos invités à cette thématique du sujet. Merci à vous également, M. Xavier Bellemé Annan, du SDF. Juste à votre suite, un autre acteur politique qui nous vient du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, Marvel Njok, c'est son nom. Bon après-midi à vous, Marvel Njok. Bon après-midi Frédéric, bon après-midi à tous mes co-panélistes. Évidemment, je souhaite bon après-midi à tous vos nombreux téléspectateurs et surtout aux camarades qui se trouvent actuellement au niveau du stade Marion pour la rencontre PCRN Littoral, PCRN Centre. Tout à l'heure, autour de 15 h, j'invite déjà tout le peuple de Douala à se rendre pour connaître un peu plus les acteurs politiques qui sont aussi des sportifs. Ça, c'est dans le cadre du sport, bien sûr, dans un match amical. Alors, puisque vous parlez de sport, on va ouvrir avec vous, avec la première thématique. Je rappelle que pour ce qui est de cette première thématique, qui est le zapping, c'est une rubrique de l'émission. Chaque invité a droit à 3 minutes pour s'exprimer autour de la question. Et nous allons passer à une autre thématique. Le Cameroun va donc vibrer au rythme du football africain. Ce sera en janvier-février 2022 prochain. Mais avant d'y arriver, on a encore vécu cette semaine une visite des inspecteurs de la Confédération africaine de football. À eux, on a ajouté des inspecteurs de la Fédération internationale de football association. Est-ce que de votre point de vue, on peut s'estimer heureux de ce que ces inspecteurs CAF et FIFA ont vu sur le terrain? Je ne peux déjà pas m'exprimer vu que cette commission n'a pas encore rendu copie, il faut le dire. Toujours est-il qu'en tant que Camerounais, je reste très motivé avec ce souhait évidemment de voir la CAN 2021 qu'on a renvoyée en 2022 évidemment passer au Cameroun. Mais il faut le dire, cette 33e édition de la CAN qui aura sûrement lieu au Cameroun parce que le choix déjà du Cameroun, on le sait, après le glissement, on se retrouve avec une autre option où on a changé la date, ce qui a été motivé sûrement par deux actions majeures telles que au niveau du Cameroun, ça tombait effectivement à une période de pluie au mois de juin-juillet et il y avait un autre aspect qui semble avoir aussi porté pour le décalage pour le mois de janvier, c'est-à-dire l'adoption au niveau de la FIFA déjà de la nouvelle formule avec la Coupe du Monde des clubs qui doit avoir lieu en juin, ce qui a sûrement favorisé que le Cameroun puisse décaler cette date au mois de janvier-février. Je pense que déjà avec la FIFA et la CAF, il n'y a pas de doute, le Cameroun a les capacités déjà avec ce qui existe déjà, bien que nous soyons un peu tristes de la réalité camerounaise, telle que après tous ces glissements, on ne peut pas dire aujourd'hui que tout est fin prêt. Malheureusement, c'est ça le comble chez nous au Cameroun. Alors, Monsieur Jonas Yoman, autour de cette problématique, de cette Coupe d'Affination, les inspecteurs de la CAF viennent de séjourner au Cameroun. Ils ont passé quelques temps, ils ont vu par eux-mêmes ce que le Cameroun a réalisé. Est-ce qu'on peut, au-delà d'être heureux, se dire que le Cameroun est fin prêt pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations? Déjà, permettez-moi, monsieur, déjà de vous donner l'actualité du mouvement réformateur. En ce jour, nous sommes en train d'installer notre fédération de la ville dans le sud du pays. Donc, je tenais à le dire, c'est là pour montrer le dynamisme du mouvement réformateur sur le terrain. Maintenant, vous m'interrogez sur la visite de la CAF et de la FIFA au Cameroun durant cette semaine. Déjà, il doit dire que c'est de l'inédit de constater que pour une CAN, on a en même temps la CAF et la FIFA qui viennent inspecter les travaux. C'est dire le niveau d'impréparation qui est celui du Cameroun. Parce que monsieur du PCR tout à l'heure relevait le glissement de 2019. Nous sommes aujourd'hui en 2021. La CAN c'est dans pratiquement 6 mois et on n'est toujours pas prêt. On n'est toujours pas prêt. Donc je pense que
les inspecteurs qui ont visité les différents chantiers, que ce soit à Gawa, à Douala, dans l'ouest et même à Yaoundé, ont pu constater que les terrains, les stades sont plus ou moins prêts. Mais est-ce que la compétition se joue seulement dans les stades? Je pense que non. Tout ce qui va autour, les infrastructures routières, de communication, est-ce que c'est prêt? On se pose des questions. Donc, comme l'a dit, je pense que la CAN aura lieu au Cameroun. Parce qu'on nous a donné un délai jusqu'au mois d'octobre pour finaliser nos chantiers. Je pense que la CAN, elle sera là. On a eu le CHAN au mois de janvier dernier et on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'impréparation. La billetterie qui n'était pas bien organisée, la sécurité même qui avait des problèmes. On a vu après un match où des supporters sont carrément entrés sur l'aire de jeu pour embrasser les autres. Je pense qu'une compétition de ce niveau-là, on doit prendre des garanties pour que cela ne se passe plus. En tant que Camerounais, nous sommes heureux d'accueillir cet événement, mais nous estimons qu'on a eu beaucoup de temps pour nous préparer. Malheureusement, on constate que ce n'est pas encore le cas. Alors, vous avez bel et bien entendu Social Democratic Front. Est-ce que le Cameroun est prêt pour cette compétition? Il y a des réserves qui ont été mises. On n'est pas encore dans la phase d'exécution de la compétition. On est encore dans la phase de préparation. Les installations sont en mode rodage. Avec, par exemple, le chant qui s'est tenu. Les installations sont encore en pleine inspection par les acteurs de la CAF et de la FIFA. Et que qu'on a relevé, c'est quand même inédit pour une compétition de la CAF qu'on retrouve à la fois les inspecteurs et de la CAF et de la FIFA. Bon, il faut préciser que, contrairement à l'enthousiasme de mon ami des mouvements réformateurs, que j'admire, mais il faut voir que la réalité est que le pays, cette compétition va coûter pas moins de 3 000 milliards au contribuable camerounais pour les aides des jeux, qui n'ont apporté aucune valeur ajoutée à l'économie nationale. Déjà, on est en crise économique, le Cameroun connaît d'énormes problèmes de trésorerie. Donc il y a plusieurs centaines de milliards qui ont été dépensés pour une simple compétition où les gens vont jouer un mois et puis ça va partir. Ça n'aura aucun impact sur l'économie, mais plutôt ça va laisser le pays sur le carreau et endetté jusqu'aux dernières nouvelles. La République du Cameroun est endettée à des dettes extérieures aujourd'hui de plus de 10 000 milliards. Et qu'on est presque à échéance de remboursement de 1 000 milliards en ce moment. On est en train de chercher à la torche. Je ne sais pas comment on va faire vous trouver. On se réjouit que quelques individus sont sortis une seule vie pour venir apprécier qu'on a de très beaux stades. Est-ce qu'on n'a pas de très beaux stades? Vraiment, qu'est-ce que cela règle le problème d'une ménagère à côté? Cela règle quel problème au Cameroun? Est-ce que vous dépassez pour le débat? Non. On parle de la Coupe d'Affiliation. Les Camerounais veulent et attendent la compétition depuis pratiquement 2019. Oui, mais sauf que ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher pour un pays aussi pauvre et très endetté comme le Cameroun. Il y a de quoi s'inquiéter. On ne peut pas dépenser autant d'argent et surtout en termes de prêts. D'abord, aucune pauvre Camerounais n'a gagné aucun marché là-dedans pour dire que même ça va rentrer l'entreprise camerounaise un peu plus performante. Mais il n'y en a pas. On a un tout importé. Sur le plan local, il y a des entreprises installées au Cameroun qui produisent des aciers. Mais on a importé du béton de la Turquie. Il y a des sables, il y a des entreprises qui fabriquent du ciment au Cameroun. Mais on a importé tout. Ça veut dire que si on a même eu à avoir 5 francs, cet argent est laissé à l'extérieur, en termes de paix. Et nous sommes aujourd'hui nous sommes confrontés à des situations de trésorerie qui sont inquiétantes, très graves, en ce moment. Donc voilà la réalité. Ok, de janvier 2022, très bien. On va et les gens vont rentrer chez eux manger des morceaux de béton. Moi je crois qu'il faut faire très attention. Je n'ai aucun enthousiasme à voir nos dirigeants dépenser aussi maladroitement l'argent. Alors, Clément Joumanfo, le problème est-il au niveau de l'argent qui a été dépensé ou au niveau des infrastructures qui, elles, sont inspectées, revues, scannées par les acteurs à la fois de la CAF et de la FIFA? Oui, j'ai dit quand même que, comme vous avez dit mon copain ici, c'est inédit que ces inspecteurs viennent de la FIFA et de la CAF. Mais bon, passons. Mais le football n'a jamais construit un pays. Le football, c'est un jeu. Et je pense que dans les pays développés,
Le jeu, c'est pour égayer la population. Quand nous voyons les centaines de milliards de francs CFA qui ont été dépensés seulement pour les stades, sans compter les détournements, il y a quand même beaucoup à redire. Mais aujourd'hui, vous savez, le système en place a fait tellement du travail qu'ils connaissent la mentalité des Camerounais. Ils savent que les Camerounais aiment le football. La seule chose qui réunit les Camerounais au jour d'aujourd'hui, c'est le football. Or, nous avons eu dans un pays où le président nous a dit que la CAN serait près le jour 10, et le jour 10 a été transformé en 2 ans. Nous avons eu dans un pays où les infrastructures, c'est-à-dire les stades, les hôtels, n'ont jamais été prêts jusqu'à ce jour. Ne sont pas prêts jusqu'à ce jour. Si vous allez à Bafoussam, le stade est là, mais l'accès au stade, on ne va pas au stade avec un cheval. L'accès au stade, est-ce que c'est facile? Non. Si vous regardez les marchés, la manière dont les marchés ont été passés, est-ce que ça a suivi les normes? Non. Dans ce football-là encore, nous sortirons de là avec des détournements. Ce qui est sûr, c'est que les raisons, on vous donnera des raisons, c'est ce que j'ai énuméré tout à l'heure, c'est-à-dire les marchés de gré à gré. Nous sommes donc là, certainement, moi je suis certain que le Cameroun va organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Mais il faut que nous ayons donc la capacité qu'après cette organisation-là, au moins, tout notre championnat puisse faire revivre les stades. Autrement dit, on va retrouver ces stades-là comme les stades que j'ai vus au Gabon, où les herbes ont déjà un mètre. Parce que si nous ne rayonnons pas le championnat camerounais pour que ces stades-là vivent, qu'est-ce que ça fait entrer de l'argent au moins, nous ne pouvons pas mettre les infrastructures comme ça sur pied et qu'après ça, silence dans les rangs. Merci beaucoup à vous, Clément Jomafo, pour justement sortir de cette thématique. On va prendre l'avis du représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le sieur Ignace, autour de cette question. On applaudit certes cette visite, mais même si elle est appréciée sans véritable rapport jusqu'à date, il reste quand même qu'elle laisse un goût amer pour les Camerounais qui ne comprennent pas toujours qu'on ne soit pas véritablement prêt. Même après le glissement qui a été opéré autour de cette organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2023. Frédéric, est-ce que vous parlez au nom des Camerounais? Moi j'ai entendu ici une expression que c'est tout à fait inédit. C'est inédit, sauf que ce n'est pas inédit dans l'autre sens. Je pense que la visite en même temps de la CAF et de la FIFA démontre d'une chose, du profond respect que ces institutions vouent au président de la République. C'est de ça qu'il s'agit. J'aime cette expression, mon prophète. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y. Et là, ces institutions nous montrent que le président est fortement respecté au-delà de nos frontières. Quand il y avait le Chan, les gens écumaient les plateaux télé en disant que ça ne va pas bien se passer, il y a des tournements de ci, de ça. Mais je me souviens qu'on a vécu un des chants les plus beaux. Et le Cameroun a lancé, a mis le chant à un certain niveau. Après le Cameroun, beaucoup de pays vont utiliser le chant pour se vendre à travers le monde entier. La CAN va bien se passer. J'entends beaucoup d'informations un peu plus fumeuses là sur les détournements d'argent, des rumeurs, les gens prennent des rumeurs et les utilisent ici sur les plateaux télé. La CAN va bien se passer. Est-ce que si on décidait de lancer cette CAN-là d'ici le mois de juin, voire juillet 2023, est-ce qu'on sera prêt en termes d'organisation, en termes d'utilisation de ces infrastructures à la fois routières, hospitalières, routières et hôtelières, s'il vous plaît? Mais c'est ce que je dis, il y a plein de rumeurs qui sont un peu en fumée. On est là dans les rumeurs, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Le Cameroun a bénéficié de ce délai et on le sait pourquoi. Le premier l'a énoncé, il y a la pandémie de Covid qui a ralenti les travaux. Pourquoi vous ne mettez pas ça au centre? Quand vous regardez un niveau global, plein de choses ont été ralenties du fait de cette pandémie de Covid. La CAN va bien se passer au Cameroun et je suis certain que... Mon cher, la CAN a été confiée au Cameroun en 2014. La CAN a été confiée au Cameroun en 2014. Monsieur Jomafo, donnez-nous d'abord ces 3 minutes, ensuite on verra si on peut faire une digression sur le sujet. S'il vous plaît, allez-y. Je dis que cette CAN va très bien se passer et ce sera à l'honneur du président. Vous ne notez pas le fait que le stade Oulembe sera retenu comme un stade qui va abriter les qualifications de la Coupe du Monde. Ces informations comme ça, quand elles arrivent à votre niveau, vous pourrez les balayer du revers de la main.
La CAN va se passer au Cameroun. Et lorsqu'elle va se passer, je suis certain que vous allez faire partie des premières personnes à être fières. Merci beaucoup à vous, messieurs. On va pas retenir de discuter longuement sur cette thématique. Il y en a de plus importants, notamment l'an 31 du Social Democratic Front qui retient davantage notre attention également dans le cadre de ce débat. Et on a d'ailleurs la chance d'avoir l'un des hauts responsables de cette formation politique qui a justement participé à ces célébrations à Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime. C'est l'une des circonscriptions électorales de cette partie du pays qui a donc vibré pour ce qui est de la région littorale au rythme de la célébration de l'an 31. Xavier Belleman, 31 ans plus tard, une festivité, ou alors des festivités plutôt à demi-teinte. Qu'est-ce qui a fait problème autour de cette célébration pour ne pas avoir l'écho qu'on aurait espéré ou souhaité d'une formation politique comme le SDF? Je ne sais pas si vous avez avoir l'écho, ça m'étonne. Bon, de toute façon, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de m'incliner face à la mémoire des martyrs du 26 mai 1990. Ces 6 jeunes Camerounais ont été tués simplement parce que, pas l'armée camerounaise, les forces de défense et de sécurité de la République du Cameroun, juste pour le seul crime qu'ils ont commis, c'était de revendiquer le droit à la liberté d'expression, de manifester et d'association politique. Voilà le seul crime. Ils n'avaient ni cailloux, ni gourdin, ils n'avaient rien d'autre. Et voilà comment il s'est passé. Je voudrais ici profiter de cette occasion que vous nous offrez de leur rendre hommage, un hommage bien appuyé, que si aujourd'hui nous sommes assis ici pour débattre librement, c'est grâce à leur sacrifice suprême. Il y a eu d'autres Camerounais qui sont sacrifiés, ils ne sont pas les seuls, puisqu'on parle d'hier et aujourd'hui. Je dis c'est à leur sacrifice parce qu'à l'époque, post-parti unique, c'était la première formation politique qui a eu à oser s'est lancé publiquement son mouvement qui a reçu une répression barbare de part de l'ordre gouvernant. Donc, ce jour dont il y avait eu 6 personnes, c'est très important. Il y avait Edwin Chateau Buffon, il était couturier. Il y avait Fidélis Chosi Mankam, il était l'opérateur. 4 étudiants, Mathias Tifou Thébo, Christopher Fombi Assanji, Mademoiselle Juliette Siko, Évariste Togé Chateau. Et à ma connaissance, il y a une espèce de monument qui a été posé le 26 dernier à Bamenda, en mémoire de ces Camerounais disparus. Bon, disons qu'il y a ce qu'on appelle cet endroit, le SDF, ça revient à la mairie de la ville de pouvoir ériger des monuments. Mais nous avions, ça s'est passé, on appelle un Taricom Park. Le Taricom Park, ça s'est passé, le SDF avait baptisé cet endroit la Liberty Square. Donc, on se remémore chaque fois quand on arrive à Bamenda que c'était un endroit où des jeunes Camerounais sont tombés. D'accord. 31 ans plus tard. Mais non, il faut parce que il faut que je vous donne une petite historique du SDF, parce que beaucoup de gens l'ignorent. On connaît l'histoire du SDF, on parle de l'histoire du SDF. Non, oui, c'est très important. On connaît l'histoire du SDF. Non, vous la connaissez. Le SDF est né à Bamenda, au plus fort de la revendication pour le retour au multipartisme. 6 Camerounais sont tombés, vous avez donné le nom des Camerounais, on s'est tous inclinés devant la mémoire de ces Camerounais. Mais 31 ans plus tard, lorsque vous regardez le chemin parcouru par le SDF, est-ce que vous pouvez vous féliciter du travail que vous avez mené sur le plan politique en termes d'évolution des libertés? Effectivement, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Le SDF est une évaluation humaine qui peut connaître aussi des difficultés, qui peut aussi connaître beaucoup d'avantages. Nous sommes que simplement humains, mais je pense que nous avons connu beaucoup d'avancées. Et il faut tenir compte de 2 aspects. Il y a l'aspect exogène, parce que l'environnement politique dans lequel nous faisons la politique au Cameroun n'est pas propice à un système multipartisan. Très difficile. Il faut tenir compte que nous avons en face de nos adversaires qui a 2 piliers essentiels sur lesquels il s'appuie pour faire la politique. 1, la caporalisation de l'appareil répressif de l'État. 2, la corruption, le trésor public. Alors, les 2 combinés donc
Donc il faut même admirer le parti politique comme le SDF, 31 ans plus tard, n'a pas pu rester dans l'opposition, puisque la plupart des partis majeurs des années 90 sont entrés au gouvernement, sont membres de la majorité présidentielle. Il y a ces deux, l'UDC et le SDF. Les deux partis politiques qui ont pu résister jusqu'au bout sont restés dans l'opposition. Tant que les autres n'ont pas manqué, d'ailleurs en 1997, le SDF a été obtenu de la part du pouvoir d'un poste de Premier ministre et 5 départements ministériels. Ça aurait été un parti fragile, il aurait facilement cédé pour avoir un poste de Premier ministre et 5 ministres. C'est pas ça encore. Donc, on a eu à travailler. C'est vrai, les lauriers, il faut aussi saluer la bravoure d'un homme, le chairman John Kennedy. Grâce à sa témérité, sa détermination, donc il a donné au SDF, il y a l'opposition en général camerounaise, c'est l'être de noblesse. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé à l'époque. Le SDF n'était pas seul. Il y avait beaucoup de partis politiques. Quand j'ai voulu vous faire la jeunesse tout à l'heure, on m'avait empêché parce qu'à l'époque, pour arriver au 26 mai, il y a eu un travail avant. Il y a eu le SDF et un certain nombre de Camerounais, notamment je pense au Manidem, je pense à Kana Lissé, à Mme Ariette Ipé, où les 11 pères fondateurs du SDF, une partie travaillait avec le Manidem, dont notamment Yondo Black, le bâtonnier Yondo Black, il y avait Albert Mokon et Tebo, alors 6, qui étaient en connexion avec les autres francophones qui étaient ici. Donc, le SDF a proprement dit le 11 novembre 1989, au cours d'une conférence qui s'était tenue de manière secrète au Center Church, Presbyterian Center Church of Bamenda, où le chairman avait de très bons rapports, puisqu'il était un laïc très engagé de cette église presbytérienne. Il avait de très bons rapports avec le révérend pasteur Dr Ghana, qui a pu permettre à tous ces gens-là de venir tenir une réunion où les textes fondateurs du SDF ont été écrits et adoptés pour la première fois. Et il était 12. Il y a le 12e qui a démissionné parce qu'il pensait que leur ce studio group, comme ils avaient surnommé, parce que c'est né au lendemain du congrès de Bamenda, congrès UNC qui a vu le RDPC être transformé, UNC qui a vu se transformer en RDPC. Les anglophones étaient très déçus des travaux de ce congrès. Ils avaient cru que le nouveau président qui a remplacé le président Ahidjo pouvait revenir sur les accords de Cuba pour les appliquer. Malheureusement, ce n'était pas le cas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'histoire du SDF est intimement liée avec la crise actuelle dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc c'est tout ça combiné, parce qu'il est difficile de les dissocier tous les deux. Donc c'est là dont il était question d'aller écrire un mémorandum à l'intention de l'ONU pour revendiquer la marginalisation des anglophones. C'était ça donc l'objet. Mais au fil du temps, donc, ces groupes s'est transformé en un groupe d'études pour créer un parti politique. Et après, s'est transformé en un autre groupe né que j'avais au lendemain après l'adoption du texte au niveau du Presbyterian Church Center of Bamenda. Ils ont créé donc un groupe qu'on appelle Antidote, c'est-à-dire le chien de chasse pour qui quadrille les 10 régions du Cameroun, les autres régions du pays. Tout qu'on n'aura pas le temps de faire toute l'histoire du SDF aujourd'hui. C'est très important. Et on est parti de là. Et maintenant, nous connaissons des hauts et des bas, ce qui est tout à fait normal. Et je crois que c'est de ça que nous parlerons pendant cette tranche consacrée à cette formation politique. Monsieur Yoman, est-ce qu'aujourd'hui, le SDF est-il encore à admirer 31 ans plus tard? Déjà, je voudrais joindre la voix du mouvement réformateur à celle du SDF pour rendre un hommage à ces personnes-là qui ont donné de leur vie pour la lutte contre les libertés au Cameroun. Une fois que je l'ai dit, monsieur Moutoumé, vous demandez bien, est-ce que le parti il a la place d'un chemin? Ma réponse est... Avant d'arriver à la question que j'ai posée, je vous ai demandé, est-ce que lorsque vous regardez le SDF aujourd'hui, 31 ans après son arrivée sur la scène politique camerounaise, ce parti politique de l'opposition est-il encore admiré? Le SDF, est-ce qu'il est encore admiré? Oui. Je dois vous dire, de manière individuelle, non. Non, pourquoi? Non, parce que aujourd'hui, au sein du SDF, le chairman l'a dit dernièrement, il va passer la main. Et immédiatement, on a vu des batailles rangées au sein de cette formation politique-là, entre les honorables Nietzsche et Joshua aussi. Donc clairement, c'est une sorte de poudrière qui est en train de bouillir au sein du SDF, qui fait que les lendemains du SDF sont incertains. Il y a un cadre de ce parti-là
qui aiment parler du grand soir, c'est-à-dire comment ça se passera au lendemain du président. Mais je pense que même au sein du SDF, il y a un grand soir qui est latent. Pas forcément de la dimension du pays, mais je pense que même au sein du SDF, ce grand soir, il est latent. Il y a cet élément-là. Il y a également l'élément des échecs électoraux du SDF. En 1992, M. Belé l'a rappelé, le SDF a eu un score historique à l'élection présidentielle de 1992. Lors de la dernière élection, on s'est retrouvé pratiquement au 10e de ce qu'ils ont eu. 3%. Voilà. Donc, je pense que ça démontre le mal-être qui est dans ce parti-là. Un parti qui a fait tant rêver les populations. Avec son fameux slogan Bien Mosgo. Sofa dans finish et Bien Mosgo. Et bien Mosgo. À cela également, on peut ajouter. On a écouté l'honorable Nintu qui a apporté des accusations extrêmement graves contre le premier vice-président de cette formation politique. Comme quoi il y aurait de la collusion entre celui-là et le pouvoir en place. Donc je pense que tous ces éléments mis ensemble, et même l'embourgeoisement des cadres de ce parti-là, fait que aujourd'hui le SDF il fait plus rêver, il fait plus rêver. Mais c'est un parti, et là je suis d'accord avec monsieur du SDF, c'est un parti dont l'histoire est intimement liée avec l'histoire politique multipartiste au Cameroun, avec les batailles de 90, 92, et ainsi de suite. Il y a forcément des raisons qui donnent à penser que le SDF ne fasse plus rêver, mais quels peuvent être les éléments concourant à ne plus donner envie de parler positivement ou de se dire que finalement le SDF reste cette première formation politique de l'opposition? Frédéric, beaucoup prend souvent la peine de dire aujourd'hui que le SDF est peut-être considéré comme un géant ou qu'il est agile. C'est vrai que l'histoire en de notre politique au pays est parsemée par l'histoire du SDF pratiquement depuis les années 90. Aujourd'hui, la position du SDF ne peut plus refléter ce qu'il fut d'antan à cette époque-là. Ça c'est vrai, c'est indéniable. Tu peux le dire hier. Effectivement. On dit que c'est toujours le SDF aujourd'hui. Mais la remarque, donc, moi, je voulais que vous observez est que le champ politique, pas seulement au Cameroun, est très dynamique. Et par conséquent, on ne peut sûrement pas porter un jugement sur un parti politique qui, à un moment donné, peut connaître une période, j'allais dire, de baisse ou alors une période de mauvais résultats. Si on s'en tient aux statistiques électoraux, on peut se dire en quelque sorte que oui, le SDF, mais sachant, et un homme politique averti, je ne peux me permettre aujourd'hui de dire que le SDF est fini ou alors le SDF se porte mal. Ce sera aller très vite en besogne parce que l'histoire dans le monde politique nous a toujours démontré que à chaque moment de la vie politique, il y a certaines idéologies qui prennent l'ascendant sur d'autres. Donc si le SDF a réalisé ce qu'ils ont fait, je ne peux pas douter que peut-être d'ici 2, 3 ans, 4 ans après, ils peuvent renaître peut-être et faire peut-être même plus que ce qu'ils ont fait avant, vu que nous sommes en train ou alors les accompagnants, ils viennent de célébrer leurs 31 ans. Sûrement, ça a été un moment d'auto-critique où ils vont sûrement porter des remarques sur tout ce qui fait à ce que le SDF aujourd'hui soit considéré comme tel, comme le parti qui n'est plus celui-là qu'on portait comme le premier de l'opposition. Parce qu'il faut le dire, certains pensent souvent que dire qu'un parti est premier de l'opposition fait de ce parti-là un éloge. Mais il faut savoir que ce n'est pas un grade. Ou alors, ce n'est pas l'opposition. L'opposition n'est pas un parti politique. L'opposition est un ensemble de partis politiques. Et chaque parti politique a son histoire. On peut être dernier aujourd'hui à une élection et à la prochaine élection on est premier. Il suffit simplement de mettre en exergue ses idéaux et de travailler et d'intéresser au travers de son offre politique la population et on se retrouve à un autre palier. Donc, pour moi, je serais quand même embêté de prendre un jugement ou alors de porter un jugement sur le SDF
qui, de mon point de vue, est une référence en matière de parti politique de l'opposition au Cameroun. Alors, le SDF, une référence en termes de parti politique de l'opposition, même si le PCRN se refuse de porter un jugement sur l'évolution de cette formation politique, il y a forcément à dire aujourd'hui, 31 ans plus tard. Oui, il y a effectivement à dire. Je voudrais rappeler que le SDF bénéficie de la volonté du président de la République, fait en sorte que le multipartisme soit installé dans le Cameroun. Déjà, en rebaptisant son parti, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cela traduisait une certaine volonté. Le SDF a contribué, on ne va pas refuser. C'était l'UNC devenu RDPC. Le SDF a contribué, on ne va pas refuser cela. Mais quand on regarde l'histoire du SDF, on se rend compte que ce parti a commis des erreurs stratégiques. La première, c'était de refuser de participer aux élections législatives. L'histoire récente nous montre qu'il s'agit d'un suicide, qu'il est mortel pour un parti de contester les résultats de l'élection présidentielle, ensuite d'aller aux élections législatives. Ça condamne certains partis à vivre uniquement sur les plateaux télé et sur les réseaux sociaux. Cette erreur a vraiment diminué le SDF. L'autre erreur, c'est que le SDF n'a pas impulsé un véritable changement, un véritable leadership. Parce que dans une république, ce sont les hommes de valeur qui construisent, pas la foule. Le SDF à un moment donné a voulu se positionner comme un porteur de voix, un porteur de la voix de la masse. C'est un principe populiste. C'était à juste titre aussi. La masse comptait pour ce qui faisait les élections aussi. La masse n'est pas raisonnable. Jésus a été encensé par la masse lorsqu'il entrait à Jérusalem, si vous vous souvenez. Mais c'est cette même masse qui a dit Jésus a existé. C'est un exemple. C'est un exemple. On a des exemples concrets qui nous montrent que des partis qui se basent sur la masse ne peuvent pas contrôler cette masse. Ce sont des hommes de valeur, des hommes qui éprouvent leur leadership politique, qui tracent les sillons d'une nation, des hommes qui nous donnent l'envie de leur ressembler. Or, quand on regarde le SDF aujourd'hui avec la bataille incendiaire qui est dans leur nombril, on a vraiment peur pour leur soir. Entre leur honorable qui se positionne aujourd'hui comme le futur président, qui veut absolument détruire le leadership de son frère Joshua aussi, on a envie de se demander qu'est-ce qui va rester du SDF après cette bataille-là. Comment je m'en fous? Le SDF, une force politique pour laquelle et avec laquelle on doit toujours pouvoir compter aujourd'hui 31 ans plus tard. Je voulais restituer et je voulais rectifier deux choses. Il faut savoir que le véritable problème du SDF, c'est parce que le SDF a posé des actes pour décrédibiliser les partis politiques qui ont fait sa force en 1990. En 1990, c'était l'Union pour le changement, pas le SDF. Froundi a été porté à la tête de l'Union pour le changement au siège du Manidem. Il faut le restituer l'histoire, il faut restituer l'histoire. Et c'est cet ensemble de partis politiques de 1900, de cette coalition de l'Union pour le changement de 1990, avec le travail, parce que le travail avait commencé bien avant les élections de 1992, qui a fait à ce que le SDF, et je maintiens, c'est que l'histoire retiendra que le SDF en 1992 avait gagné les élections. J'assume ces propos-là. Alors, c'est au sorti de cette victoire de 1992, le SDF a pensé qu'il pouvait faire chemin seul. C'est où vous avez donc le slogan les fleuves ne vont pas dans les rivières, ils coulent, ainsi de suite. Alors que ceux qui ont fait la force du SDF, c'était une union. Nous avons vu qu'en 1997, le SDF a raflé les mairies dans la ville de Douala. Ça veut dire que l'idéologie qui avait pris le SDF, les Camerounais étaient encore d'accord avec sa manière de manager et avec sa manière de faire la politique. Et vous savez que sur le champ politique,
vous avez quand même affaire à un mastodonte. Le mastodonte, c'est le RDPC. Quand il constate que vous avez des failles, il les utilise. Le SDF a eu à un certain moment donné les cadres de ce parti qui ont démissionné. Et ça affaiblit l'axe majeur de ce parti-là. Et au fur et à mesure, certains leaders de ces partis ont eu ce que je dis, des accointances avec le parti au pouvoir. Parce que le véritable problème au Cameroun aujourd'hui, ce que pense une partie du peuple camerounais, c'est que quand vous avez des accointances avec les gens du pouvoir, vous les avez trahis. Il faut le dire, il y a bien une partie du peuple camerounais. Et je pense que c'est ça qui a fait à ce que le leader qui était, le SDF qui était leader de l'opposition pendant un certain nombre d'années, s'est retrouvé, il dégradait petit à petit. Or, aujourd'hui, je pense que si le SDF avait fait un bon bilan, il devrait comprendre que l'opposition camerounaise aujourd'hui est justement dans la merde parce que le leader, c'est-à-dire le conducteur qui était le SDF, n'a pas su encadrer. C'était ça, n'a pas su encadrer. S'il avait encadré, il y aurait beaucoup de choses qui se seront passées. Quelqu'un a pris un exemple, je ne vais pas venir là-dessus, parlant des élections législatives. Parce que si vous regardez en 1992, il a fallu que le RDPC et la voix de Dakolé Daïssala, les 4 députés de Daïssala, pour avoir la majorité relative à l'Assemblée nationale. C'était ça, c'était une erreur politique. Alors, moi je dis qu'aujourd'hui, quand on parle des deux honorables dans le parti, moi je dis les ambitions sont légitimes. Hein? Il n'y a pas de parti politique où il n'y a pas de courant. Dans chaque parti politique, il y a des courants. Mon vis-à-vis du RDPC, et chez eux, il y a les conservateurs, il y a des progressistes. Certains progressistes sont même à l'exil. Je peux citer les Mila Assouté, qui sont même à l'exil. Donc ça veut dire qu'il y a même des biaïstes dans le même RDPC. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis le président des biaïstes dans le RDPC ». Pour ne pas le citer, le professeur Messamba Nyamdik. Mais on voit ce qu'il a subi. Je veux tout simplement dire que dans chaque parti politique, il y a toujours des divergences. Il y a toujours des courants. Mais sauf les courants ne devraient pas impacter sur le parti. D'accord. Alors, si les courants ne doivent pas impacter, est-ce qu'aujourd'hui, Xavier Béléba, vous, je pose la question, on peut estimer que le SDF est à la croisée de chemin, pas mal de guerres intestines au sein de cette formation politique qui reste quand même, et tout le monde est unanime sur le plateau, reste une véritable force sur la scène politique camerounaise, malgré les querelles en interne. Oui, à écouter ce que les uns et les autres disent, surtout les deux derniers précédents auteurs, c'est comme si le SDF, le chairman nous ont conduit sont responsables de la culture sociale, politique et économique de la République du Cameroun. Moi, le SDF, malheureusement, pour mes amis, j'apprécie beaucoup ce que vous dites, j'ai du respect, du profond respect, ce que vous venez de dire, mais le SDF n'est pas responsable de cette situation. Nous ne sommes qu'une association privée. Un parti politique est une association privée, mais à caractère public. Alors, ils disent principalement que le chairman est responsable de la décadence qu'a subi le SDF à raison de ce que peut-être trop longtemps resté au pouvoir. Peut-être sa politique n'a pas su s'adapter à la dynamique nouvelle qui était imposée ou qui s'imposait au lendemain politique camerounais. Oui, bon, j'excuse le jeune du RDPC, bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. Je préfère ne pas m'attarder sur lui. Mon cher ami du Maniden, l'ex-militant du Maniden, a dit dans ses propos, il a dit des choses vraies et des choses qui ne sont pas exactes. Prenons le cas de 92, le boycott. Il sait bien que quand l'opposition s'est organisée à l'époque à travers un cadre qu'on appelait la coordination nationale des partis politiques d'opposition et des associations. Je l'ai vécu, ce n'est pas une histoire qu'on me raconte. À l'époque, on nous appelait, nous qui étions plus jeunes, des vandales. Parce que c'est nous qui... on nous appelait les vandales, comme beaucoup aujourd'hui s'amusent à se faire appeler les talibans. Nous n'étions pas les talibans, on disait vandales, ça c'est autre chose. Je dis donc qu'il y a eu dans cette coordination. À la fin, quand la revendication principale, parce qu'on avait fédéré les énergies sur un point, l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Et il y a donc l'opposition, donc,
ayant donc maîtrisé l'association politique, parce que la politique c'est une question de rapport de force. Ces rapports de force étaient en faveur de la coordination des partis politiques d'opposition et des personnalités indépendantes. C'était un grand rassemblement, il y avait de la matière. Et le lendemain, donc, le chef de l'État a convoqué en novembre-décembre 1991 la tripartite. Donc, on ne peut pas quand même refuser, à défaut de ce qu'on demande, on accepte ce qu'il y a. On est allé, l'opposition est allée à la tripartite, il y a eu des résolutions qui ont été prises. Et la principale résolution prise à la tripartite était qu'on devait d'abord installer de nouvelles institutions démocratiques qui favorisent un jeu démocratique avant toute élection. Malheureusement, je crois le 10 ou le 15 janvier 1992, le chef de l'État signe un décret qui convoque le corps électoral pour une élection législative anticipée. Je crois que c'était le 3 mars, au début du mois de mars. Et la coordination des partis politiques a décidé de ne pas aller à cette élection. Donc on ne peut pas accuser le SRF d'être le seul fidèle. Le Manidem dont il était militant l'avait boycotté. Nous voyons que c'était dans le cadre de la coordination des partis politiques de l'opposition que la décision de boycotter les élections a été prise. Et le chef de l'État, à 2 semaines de l'élection, le chef de l'État a vu que le boycott tenait. Il a fait une adresse à la nation, c'était un samedi, comme aujourd'hui, où il dit que bon, ceux qui veulent partir, voici 500 millions. C'est la première fois de faire une corruption en Mondo direct, en Mondo vision, à la télé. Voici comme ça, donc il y a eu l'UPCC divisé en deux, qu'on devait partir à une part, 10 ans croyaient ça avec une autre part. Et l'UNDP est allé de Samuel Lebois, Bello va faire le coup d'État à Samuel Lebois, Bello n'était pas président de l'UNDP. Il y a eu donc tout ça là. Mais ces partis politiques sont allés aux législatives, ont eu la majorité absolue. Mais comme ce n'était pas de l'opposition, c'est ça qu'il faut faire très attention. Bon, les partis qui ont boycotté, le SDF, l'UDC, le Manidem, par exemple, parce que le Manidem est ici, nous avons boycotté, et aujourd'hui, je constate que le Manidem, je jette la faute au SDF. Mais alors, je ne veux pas faire du procès. J'ai envie de dire. Vous allez revenir. Nous étions unanimes de ne pas aller à l'élection. Je ne sais pas faire ce procès de cette période. Non, il n'est pas question de cette période. Il est question de parler du SDF. Je reviens à ma question initiale qui est de savoir est-ce que la faute de la situation aujourd'hui au sein du SDF relève essentiellement du chairman John Foudy. C'est l'avis qui a été évoqué ici par 2-3 acteurs politiques sur le plateau. Non, vous nous envoyez sur notre terrain. Pas du tout. Le chairman a fait ce qu'il pouvait. Il a maintenu le SDF dans le jargon de l'opposition. Le SDF avait tout le pouvoir, lui avait accordé après le résultat des présidentielles 1992. Il y a eu des émissaires qui sont venus du monde entier. Et je le dis, sur son contrôle. Si nous laissons l'honnêteté, le chairman aurait décidé d'être Premier ministre de la République du Cameroun. Il a refusé. Puisque M. Biya avait perdu, j'ai encore ici, comme ça sonnait dans mes oreilles, l'arrêt de la Cour supérieure de l'histoire présidentielle 1992 par M. Dipandamouel. Il a énuméré toutes les irrégularités. Nous étions stotés sur la radio nationale. On croyait qu'il va chuter, on va dire que bon, vu tout ce qui précède, l'élection présidentielle a annulé. Mais il dit, malheureusement, la loi ne lui permet que de lire et non pas d'annuler. Alors, mais il y a eu des évolutions. Voilà donc le chairman avait battu M. Biya à plate couture. Malheureusement, on je reprends ma question. Est-ce que le SDF qui se disloque aujourd'hui, qui semble être à la croix de chemin, c'est davantage parce que le chairman est resté au pouvoir trop longtemps? Le SDF n'est pas disloqué, je suis étonné. Le SDF n'est pas divisé. Le SDF c'est un parti politique organisé. Il y a des tendances au SDF. Non, il n'y a pas. Il y a une tendance. Attendez, il y a une tendance, Mitchell. Il n'y a aucun problème. Attendez, je suis ici du haut de mes responsabilités du secrétaire régional de la communication SDF pour le Lettois. Il n'y a aucun problème au SDF qui lit Monsieur l'honorable Jean-Michel Nitié à Monsieur l'honorable Jussiers. Il y a un problème au SDF du comité exécutif régional qui reproche à un de ses militants, cadre du parti, un certain nombre de manquements et il y a pris des décisions disciplinaires. Et l'affaire est pendant en ce moment sur au niveau du NEC, qui va se prononcer et qui a instruit sa cellule juridique d'étudier. Donc si monsieur aussi, l'honorable Joshua aussi, a un problème avec l'honorable Jean-Michel Nitié, je ne suis pas qualifié de venir parler, si je ne suis pas ni le porte-parole de l'un ni de l'autre. Si je parle du SDF et non pas des autres. Si dans le problème privé, ça les engage à deux. Ça ne me concerne pas. Ce sont mes camarades politiques, mais je ne suis pas sur ce plateau pour parler des affaires privées des individus. Je parle ici du SDF et de sa vision et des actes qu'il a posés. Alors, monsieur en tant que parti politique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le SDF
une véritable guerre qui est née depuis l'annonce de la fin de règne du chef Manigan Frondi. Permettez-moi d'abord, monsieur, de revenir à un ou deux éléments qui ont été dit sur ce plateau. Tout d'abord, je suis très embêté quand chaque fois sur un plateau, les pays potentiels du RDPC ramènent les succès camerounais à la personne du président. Je suis très embêté. Il nous fait comprendre que c'est le magistère du président Biya qui a fait en sorte qu'il y a la canne. Peut-être. Tout à l'heure, on parle du SDF qui est né en 90. Il nous dit que c'est la volonté du président Biya. Mais c'est l'histoire. Alors il y a eu 6 mois. Non, ce n'est pas l'histoire. En 1990, il y a eu l'affaire Yondomla. Il a mis Anissé et Henri Desclerc en prison parce qu'il voulait créer un parti politique. Il faut le rappeler là. Il faut rappeler à ces jeunes du RDPC. Il voulait créer un parti politique. On les a mis en prison. Vous prendrez la parole tout à l'heure, M. Joumafo. Je prendrai 1 minute dans votre temps de parole tout à l'heure parce que vous avez manqué au respect de la discipline. Justement, nous avons commencé à avoir beaucoup de discipline sur le plateau, donc vraiment continuons dans ce sens. Donc je disais tantôt qu'il ne faut pas occulter les actes posés par les nationalistes camerounais qui ont apporté la démocratie dans notre pays. Ça c'est un point. Quand M. Morfo évoque la chute de l'opposition du fait du président du SDF, je suis également embêté. Parce que du président, je ne parle pas d'un individu, je parle pas d'un individu, je parle d'un parti. C'est pas parler, vous allez revenir après. Il me souvient, et M. Belé l'a rappelé, en 1992, les SDF refusent d'aller aux élections législatives. Les autres, ils vont. Qu'est-ce qu'ils font par la suite? Ils vendent leur âme. Non, le SDF refuse parce que la coordination dont le SDF faisait partie qui a pris la décision de boycotter, y compris le Manidem. D'accord. Voilà. Mais c'est pour la précision. Donc, quand ceux-là vont, ils ont la majorité au niveau du Parlement. Là, on était qu'avec l'Assemblée. Le Manidem. Ils ont la majorité. Ils ont le pouvoir de mettre en difficulté le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'allient de manière ostentatoire au pouvoir en place. Donc, le SDF a cette turpitude que nous avons relevée ici. Il y en a au sein du SDF. De turpitude. Clairement, il y en a. C'est le vu, même, c'est et quand M. Belemé nous fait comprendre qu'il n'y a pas de problème entre monsieur aussi et monsieur Niti, vraiment, ne prenez pas le Cameroun. De votre point de vue, qu'est-ce qui peut être le point d'achoppement entre ces deux acteurs politiques au plus fort de l'âge d'adulte d'une formation politique comme celle-là? Le point d'achoppement, monsieur le journaliste, c'est la succession du leader du SDF. L'honorable Nitieux a des visées nationalistes. Il veut prendre la tête du SDF. L'honorable aussi, qui a une position privilégiée, c'est quand même le premier vice-président du SDF. C'est lui qui a été mandaté pour l'élection présidentielle de 2018. Donc forcément, lui aussi, il a des ambitions. Et tout à l'heure, mon voisin l'a dit, c'est tout à fait naturel que dans une formation politique, chacun veuille grandir au niveau du grade. Mais est-ce que ça se fait dans le respect des règles en la matière? C'est là où je me pose des questions. Donc, le SDF, je l'ai dit tout à l'heure, le SDF c'est un parti dont l'histoire est intimement liée avec le pluralisme au Cameroun. Donc, il mérite du respect. Mais le respect qu'il mérite, il devrait continuer à le mériter en se comportant de manière républicaine. Quand l'honorable, s'il vous plaît, monsieur, quand l'honorable Nitieux prend sur lui, bon, je ne vais pas entrer dans les affaires du SDF, mais comme c'est le débat. Mais quand ça devient public, on en parle. C'est pourquoi on en parle. Mais quand il prend sur lui de constater la démission de fait, l'exclusion du fait du vice-président, du premier vice-président. C'est ça, il dit que c'est pas le Mohamed Nietzsche, il n'a aucune qualité. Mais laissez d'avoir le s'il vous plaît. Vous avez tenu un mec ici. Oui, c'est le contexte. Vous avez constaté. Voilà, qui a convoqué ce ça c'est bien. Il convoque en tant que président. Voilà. C'est le président qui convoque, c'est pas lui qui constate. Ce nègre a constaté. Et avant ce nègre-là, on a vu les postes d'armes entre les deux. Donc le nègre a été que la consolidation des frustrations entre les deux membres du SDF. Vous ne pouvez pas le nier, c'est là, M. Belemé. Il y a un problème idéologique clair entre M. Nitieux et M. Outi. Et je pense que ce spectacle-là, il n'a pas de bon goût. Il est vraiment de très mauvais goût. Donc, vivement que le SDF fasse sa mue. Je pense que vous étiez à aider. Forcément, il y a une autocritique. Vous avez discuté de l'avenir du parti. Donc, vivement que le SDF revienne au SDF qu'il a été pendant les années 90 et qu'il continue à faire rêver les Camerounais. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour redorer le blason du SDF? Cette formation politique semble être aujourd'hui à la croix de ce chemin.
des hauts et des bas en 31 années d'existence, des chiffres électoraux discutables, plutôt à la baisse, mais également, au-delà de cela, une guerre interne de positionnement pour la gestion, la direction du parti. Qu'est-ce qu'il faut donner comme conseil à cette formation politique? Elle a un long passé derrière elle, mais le PCRN également fait partie des partis politiques d'opposition. Effectivement, Frédéric, vous m'avez fait sourire un peu lorsque vous me demandiez de donner mon avis en termes de potion magique pour élever le SDF, en quelque sorte. Mais je vous dirais simplement que dans ma posture du PCRN, personnellement, si j'avais estimé que le SDF était un parti porteur, j'aurais été membre du SDF. Mais puisque je n'ai jamais sollicité ou alors je n'ai jamais été membre de ce parti. Donc vous ne croyez pas que le SDF puisse se relever? J'ai dit à la précédente prise de parole que le milieu politique, le champ politique est très dynamique. Un parti politique peut perdre la vitesse aujourd'hui et se retrouver demain. Et j'ai pensé qu'au terme de l'anniversaire du SDF, ils ont sûrement fait l'autocritique et qu'ils ont sûrement des éléments qui puissent les donner de se relever. Mais en ce qui concerne des conseils, je n'en prodiguerai pas parce que je souhaite, en tant que parti opposé au SDF, parce que nous tous nous avons bien sûr... Là vous affirmez qu'il y a des oppositions. Il n'y a pas une opposition quand même, mais il y a des oppositions. C'est vrai, on arrive à vous oubliez une chose. Quand je vous ai dit tout à l'heure que l'opposition n'est pas un parti politique. Tous les partis politiques qui constituent ce que vous appelez opposition sont opposés. Parce que chacun a son idéologie, chacun aspire à devenir président de la République au travers de son représentant. Pour dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que je ne suis pas opposé au SDF, je suis opposé au SDF parce qu'ils veulent ce que je veux. Par conséquent, je ne peux pas l'être, mais bien sûr, ils veulent la tête du pays comme moi. Sauf si... Enfin, vous savez, c'est que le PCRN comme un adversaire politique, mais plutôt comme un concurrent qui peut être un allié. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a donc pas une opposition au Cameroun, mais il y a des oppositions. Ça, c'est juste un jeu de mots que vous voulez. Non, c'est pas un jeu de mots. Je parle là de la dialectique, c'est pas un jeu de mots. Vous me permettez d'aller au bout de ce que je suis en train de dire quand même. Vous avez autant de paroles. Allez-y. Voilà. Alors, je dis donc, aujourd'hui, moi comme PCRN, mon souhait serait que l'idéologie puisse envahir presque tout le Cameroun et que s'il faille même qu'on oublie le SDF, ce sera mon vœu. Parce que je veux que le PCRN soit le premier parti au Cameroun et j'ai visé de prendre la prochaine présidence de la République. Vous êtes parti politique comme moi qui aspirez à cela. Donc pour moi, tant que vous avez les mêmes aspirations que moi, vous constituez j'allais dire, on ne peut pas dire un obstacle, mais vous êtes un concurrent. Et si vous êtes un concurrent, vous constituez aussi un obstacle. Mais bien sûr. Comment je m'en fous? Non, moi, le SDF peut-il se relever? Le SDF de 90, de 92, de 95 et peut-être de 97 lorsqu'il rafle toutes les mairies. Est-ce qu'on peut revoir ce SDF reconquérir les mairies? 96 pour les mairies. Voilà. Il y a eu cette floraison, ces années de gloire où le SDF a rayonné partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aujourd'hui, on a le sentiment que le SDF est essentiellement cantonné dans la région du littoral, un peu dans la région du centre, notamment à Yaoundé, et puis dans la région du nord-ouest du Cameroun. Oui, je pense que la longévité, je vous l'ai dit, je vais faire une digression, je pense que la longévité d'un président de parti politique à la tête d'un parti ne fait pas de lui, ne fait pas à ce que le parti ait des échecs. Si nous prenons les exemples en France, Chirac, depuis 1970, était président de son parti, je vais prendre François Mitterrand jusqu'à ce qu'il s'asseye de loin. C'était... Je voulais rappeler à mon ami du SDF qu'en 1990, le Manidem n'existait pas. Le Manidem est né le 3 mars 1995. C'était l'UPC combattante. Alors, maintenant, en venant, vous savez, aujourd'hui, il y a plein de choses qu'il faut dire. Il y a la venue de l'Internet, qui n'en avait pas. Il y a de nouvelles manières de communiquer qui n'en avait pas à l'époque. Et il y a une nouvelle classe politique qui est née. Et moi, je pense que la bataille au sein du SDF aujourd'hui, avec les courants qu'il y a à l'intérieur de ces partis, justement,
Et le chairman, comprenant qu'avec ces nouveaux courants-là, avec cette manière-là, il ne sied plus. C'est ce que je pense, hein, c'est mon avis personnel. Il ne sied plus à ce style. Il a donc décidé, dit je me retire. Et je pense qu'il se retirera en 2023. Et c'est justement pourquoi il y a des courants. Et si ces courants-là peuvent converger, peuvent avoir des slogans ou des manières, ou mettre sur pied une idéologie qui peut encore galvaniser le peuple camerounais, c'est possible que le SDF se relève. Moi, je me rappelle que en 1995, quand Chirac était au plus bas de son âge, tout le monde voyait Edouard Balladur gagner, mais ça n'a pas empêché Chirac de remonter la pente. Je pense qu'ici, il y a des nouveaux leaders, comme ça se fait dans tous les partis politiques aujourd'hui, s'il y a des nouveaux leaders avec des nouveaux dynamiques, et que, vous savez, le véritable problème au Cameroun, c'est qu'il faut aussi apprendre à convaincre le lecteur. Mais comme le système est mis sur pied tel que on a déjà quadrillé un certain nombre d'électeurs, il faut donc apprendre à convaincre cet électorat-là qu'on a mis sur pied. Le SDF peut se relever, le SDF peut se relever, le SDF n'est pas mort, il peut se relever. Moi je pense qu'avec des nouveaux leaders, avec une nouvelle idée, une nouvelle idéologie, une idéologie qui galvanise, parce que le véritable problème aujourd'hui, quand vous regardez la classe politique camerounaise, on a l'impression que les Camerounais cherchent un nouveau leader politique. On a l'impression que les Camerounais cherchent un nouveau leader politique, ou un certain peuple cherche un nouveau leader politique. Et c'est ça qui crée ce que nous avons aujourd'hui, la montée du tribalisme et tout ça. Alors, nous pouvons donc dire que le SDF n'est pas mort. La preuve, c'est qu'ils ont des conseillers municipaux, ils ont des députés à la télé, ainsi de suite, ils ont des sénateurs. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont... Bah oui, ça c'est à l'heure juste... Ils acceptent ça. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent, ils ont donc la... Ils ont refusé de participer à un gouvernement, mais ils ont accepté d'être nommés sénateurs. Non. Oui, c'est aucun sénateur nommé. Aucun élu. On a des sénateurs élus. Oui, mais c'est... Non, ça c'est bon. Les sénateurs que nous avons sont élus par des conseillers SDF. Et même quand, monsieur, quand vous allez à une élection, vous savez que c'est lui qui vote là, n'importe militant de quel parti. C'est ça, on parle des conseillers. Je vous dis que mais fais le choix du SDF. Tant mieux si le sénateur SDF a convaincu un conseiller de voter pour lui. Vous pensez qui c'est l'électeur? Qui c'est l'électorat? C'est quand même une affabulation politique. Non, il faut laisser. Non, je pense que mon ami du SDF doit comprendre à un certain moment donné les réalités politiques. Vous ne pouvez pas me faire comprendre sur un plateau qu'un gars du RDPC a voté pour le SDF. C'est quand même, ça sonne mal dans les oreilles. Et je pense que c'est cette politique. Justement, mais je pense que c'est cette manière-là que le pouvoir en place a mis au devant de la scène une certaine idée pour convaincre les Camerounais à savoir, le SDF et moi nous mangeons dans le même plat. La preuve, j'ai permis, parce que vous savez que dans le RDPC, il y a ce qu'on appelle les consignes. Et le respect, ils appellent ça, le respect et la discipline du parti. Ça veut dire que si le président vous dit, vous êtes tous des moutons, allez dans la rivière, vous allez tous dans la rivière. Mais sauf qu'il en a utilisé. Il en a utilisé ça pour damner le pion au SDF quelques années plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a encore des Camerounais qui pensent que le SDF a une certaine accointance avec le RDPC. Je pense que c'est ça qui a créé sa chute. Et elle va crescendo à eux de refuser, parce que je pense que le SDF des années 90 n'aurait jamais accepté qu'un conseiller municipal du RDPC vote pour le RDF. Il devrait catégoriquement refuser, mais nous avons vu ça. Et c'est quelque chose qui a affaibli le SDF. Il faut le dire. C'est quelque chose qui a affaibli le SDF. C'est quelque chose qui a affaibli le SDF. Mais je dis, le SDF peut remonter et peut corriger. Vous savez, ils ont fêté leur 31e anniversaire. Quand vous faites de votre 31e, vous faites un meilleur culpa. Vous faites un meilleur culpa. Vous faites un meilleur culpa. Et nous avons fauté. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour demain se relever, ainsi de suite. Quelle est l'idée? Que pense le peuple? Parce que c'est ça, comme disait Abraham Lincoln, l'électeur, le vote d'un électeur, c'est comme une balle. C'est-à-dire que pense le peuple à notre égard depuis un certain nombre de temps? Pourquoi nous qui avions cette masse critique
Nous ne l'avons plus. Quand vous faites votre meilleur culpa, vous pouvez revenir au devant de la scène. Moi, je pense que le SDF peut revenir au devant de la scène. Alors, doit-on considérer que le SDF est toujours un véritable challenger pour le SDF, le RDPC dans l'échiquier politique aujourd'hui et que les perspectives nouvelles s'offrent à cette formation politique? J'ai envie de rebondir d'abord sur certaines expressions que mes companélistes ont dit ici. Il dit que la discipline du parti, ça veut dire que le président nous dit que nous sommes tous des moutons. Non. La discipline du parti, ça veut dire celle-ci. Non, nous avons vu ça à la mairie. Nous avons vu ça à la mairie. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ici. Vous êtes au parti, vous avez des éléments à apprendre. Apprenez-les progressivement. Quand on est dans un parti où tout le monde fait tout, le SDF a boycotté les élections législatives. Même si le SDF était dans une union, elle a boycotté, puisque vous dites vous-même que il y en a qui n'ont pas accepté le mot d'ordre de cette union et sont allés et ont eu la majorité et ont même négocié avec le régime en place. En fait, votre propos montre simplement que c'était un choix du SDF de rester hors de cette partition. Mais après, il a gagné les élections présidentielles. Il a eu suffisamment d'assises sur le plan national. Ils ont traîné avec cela et ça me fait dire quelque chose. Un parti qui a construit son identité sur l'alternance, sur le respect des valeurs, et qui arrive à ne pas respecter ces valeurs, perd de la crédibilité. Parce que les opposants ont tendance à dire que le président du Cameroun reste au pouvoir. Mais c'est ce qu'on voit, c'est le même modèle qu'ils reproduisent. Quand ils font ça, alors que nous, au RDPC, la communication est claire, le président ne nous donne pas l'impression qu'il a envie de partir, nous, ça ne nous gêne pas, parce que c'est une type de leadership. Ça ne nous gêne pas. C'est la rigueur, c'est la moralisation. Ah bon? Mais vous, ça existe encore la moralisation? Vous allez pas faire votre politique en disant il y aura l'alternance, mais votre chairman a le contrôle, un contrôle peut-être beaucoup plus féroce que le nôtre au RDPC, ça vous décrédibilise. Pendant toutes ces décennies-là, quel homme de valeur a émergé de ce parti SDF? Je vois qu'il y a deux panélistes SDF sur le plateau, peut-être, parce que quand je parle du SDF, mon compagnoniste a tendance à vouloir beaucoup réagir. Quels hommes de valeur ont émergé du SDF entre-temps? Quelles sont les choses que vous avez faites entre-temps au sein même de votre parti? Vous parlez de leadership, vous parlez de valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont sorties de votre parti? Rien. Aujourd'hui, on assiste à un conflit qui est patent entre deux personnes qui veulent absolument se positionner. Ils sont prêts. Mais il se déchire le RDPC tous les jours. Le RDPC se déchire tous les jours. Je ne justifie pas le RDPC aujourd'hui, c'est pas ça qu'elle a une. Ce que je dis, c'est que vous utilisez ça chaque fois dans l'actualité pour pointer du doigt le RDPC, pour dire que c'est le RDPC qui fait très mal. Mais quand on voit ces donneurs de leçons qui se retrouvent engloutis avec les conflits qui sont bien plus petits que ce que le RDPC rencontre, on ne peut que se demander, mais remettez-vous en question. Il est temps que vous vous remettiez en question et que vous vous tourniez vers l'avenir. Alors, est-ce qu'au sein du SDF, on s'est suffisamment remis en question pour ce 31e anniversaire et on s'est donné les moyens des perspectives nouvelles au regard de l'évolution également de la société politique camerounaise? Oui, et on sort avec vous sur cette question. Le parti n'a pas attendu de fêter le 31e anniversaire pour commencer à réfléchir sur des nouvelles stratégies et se remettre en question et se poser effectivement des questions profondes. D'ailleurs, notre secrétaire général a fait plusieurs sorties et la dernière c'était le 31. C'est un de vos confrères à la place. Nous savons que nous avons deux problèmes. La situation actuelle dans laquelle le parti est plongé, il y a des raisons, des raisons propres à nous que nous connaissons. Nous sommes arrivés à poser des actes qui peuvent se retourner contre nous. On ne peut pas une mauvaise appréciation. Et nous faisons notre mea culpa et nous demandons aux populations de nous excuser. Déjà, nous n'avions pas trahi, puisqu'on n'a jamais été dans un gouvernement quelconque de pouvoir. Et on a posé des actes qui ont été mal compris, mal interprétés, mais qui sont... Et qu'il faut le dire de manière claire aussi, et je le dis, que l'OSM n'a jamais été dans une situation d'alliance avec le RDPC, il n'en sera jamais question. Ça c'est donc. Et de deux, le jour d'une élection, quand vous avez une élection, celui qui vous vote, vous ne pouvez pas identifier l'électeur. Quel électeur qui a des groupes? J'ai eu dans un bureau de vote inscrit 200, votant 180, et j'ai eu 160 voix. Et que les 160 voix, vous ne savez pas d'où elles sont. Vous ne pouvez pas identifier l'électeur. Ça, c'est une question simple. Donc,
Pour dire le dit, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a certainement des choses que nous avons mal fait. Ça c'est sûr. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas exempts de reproches. Et ça c'est un débat et le NEC a pris une décision de créer 2 commissions majeures au mois de décembre. À la décision du mois de décembre et les résolutions, les rapports de ces 2 commissions ont été adoptés le 8 mai dernier. Il y a la commission réconciliation qui est présidée par le 2e vice-président national, le sénateur Tchatchon Paul, réconciliation avec tous ceux qui sont fâchés, ceux qui sont sortis du parti, et ainsi de suite. Comprendre un peu, ça c'est la première chose. Deuxième commission, la commission action et du retour aux fondamentaux du OZEF qui est présidée par le ministre Jean-Michel Michel et toutes les propositions qui ont été prises. J'ai eu l'honneur de participer à l'une d'elles, particulièrement celle de l'action, et le rapport a été fait et donné à qui le droit. Le mec a validé le 8 mai dernier. Donc aujourd'hui, bientôt nous allons mettre sur pied. Le problème c'est quoi? Il faut le dire. L'OZEF a la responsabilité historique de remettre le jeu au centre, de créer un fonds national. Parce que ce qui a fait recette hier, et monsieur l'a si bien dit, excusez-moi, monsieur Jomafo l'a si bien dit, ce qui a fait la force d'opposition, c'est la coordination des partis politiques et des associations en 1992. Nous devons revenir sur ça. Et à l'époque, il a bien précisé, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait même pas de téléphone portable. Il y avait le téléphone fixe, c'était une denrée rare. Parfois, vous n'arrivez même pas à appeler, le réseau ne passe pas. Téléphone fixe. Donc, vous n'arrivez même pas à téléphoner quelqu'un. Donc, si on a pu faire les merveilles, on faisait les tracts. On avait la nuit, 5 ans sur les tracts, on allait mettre un peu soit des principaux carrefours d'une ville, ou alors on allait chez les gens, on les introduisait en bas de la porte, et c'était une information passée. Il n'y avait pas ni télévision, ni radio privée. Il y avait la presse privée qu'il faut même rendre un hommage mérité, parce que les 31 ans du OZEF de licence ont un rapport intimement lié avec le retour de la démocratie multipartiste. C'est un peu difficile d'oublier ça. À l'époque, il y avait une presse très engagée, très dynamique. Il y avait la nouvelle expression. On a compris que la presse n'est plus engagée. J'ai dit, à l'époque, il fallait avoir le courage, mon cher Moutomé. Vous savez, comme on a pu bien que le rapport de force de l'opposition a créé dans les années 80, a pu bien que la BMN et le Sénat. Maintenant, le pouvoir a réfléchi. Parce qu'on est en face de nous une dictature. Ils ont créé la loi antiterroriste. Dites-moi, M. Moutomé, dans quel tribunal militaire que vous trouvez un terroriste a été jugé? On sortira des civils, des gens qui ont voulu tout seulement manifester leurs droits constitutionnels et qui on les amène devant un juge militaire pour être jugé d'acte de terrorisme. Merci beaucoup à vous. Comment une dictature vit. Et puis les deux. Le résultat de l'État aujourd'hui est lié aussi par la crise parce que le nord et le sud-ouest constituent son socle granitique électoral. Et les deux régions sont en proie en guerre depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Il est difficilement, et on ne peut pas faire une prospective analytique sans tenir compte de ces réalités. Merci beaucoup à vous, aviez de la situation qui sévit au sein du SDF. Vous l'avez reconnu vous-même sur ce plateau. Le SDF semble être sur la voie de son autocritique. Des propositions sont dans la perspective de redorer le blason de cette formation politique. Elle se qualifie comme étant la principale de l'opposition. Alors, on va ouvrir notre thématique. Je rappelle que l'émission serait être... je ne sais pas s'il y en a qui vont me le contester, mais si vous revendiquez d'être la principale formation politique de l'opposition. Il y a que l'émission est interactive au 6 96 14 03 12, c'est l'un des codes d'accès. Alors écrivez-nous à partir de notre page Facebook LTMTV officielle. Il y en a qui nous ont déjà écrit. On va prendre quelques minutes tout à l'heure pour lire quelques SMS qui sont arrivés dans le cadre de ce point d'accès sur notre plateforme internet, mais également notre plateforme messagerie. Alors, avec la complicité de la réalisation, on va prendre la troisième thématique qui porte sur le Covid-Gate. Il est très difficile d'en parler, mais on le sait, c'est un sujet qui meuble l'actualité et qui défraie la chronique. On se souvient qu'il y a quelques jours, un rapport d'étape de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun a été mis sur la toile. Certains parlent d'un document qui a fuité, mais davantage, le document est là et il incrimine principalement les membres du gouvernement, près d'une quinzaine. Mais c'est sûr.
lorsqu'un document comme ça est mis sur la place publique et que malheureusement les acteurs politiques sont indexés, notamment les membres du gouvernement, quelle doit être la posture de ces acteurs-là, notamment par exemple du chef du gouvernement? On parle d'un Covid-gate, on parle d'une mauvaise gestion des fonds liés à la pandémie Covid-19. Je ne vois pas pourquoi cette affaire fait autant de tollé. Elle est au niveau de la justice. Est-ce que les plateaux télé, les chaînes télé doivent être les tribunaux du Cameroun? Je n'ai pas envie de le penser. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que il est tout à fait normal lorsqu'un rapport d'audit sort qu'il y ait de la controverse. Parce que les personnes qui sont accusées ont droit au contradictoire. Et c'est ce qui va certainement se passer. Attendons le rapport final pour juger. Attendons ce rapport. Personne n'attend de juger. On veut simplement comprendre la situation est là, elle défraie la chronique, et sublimée un peu la stupeur du peuple camerounais qui s'interroge de comment l'argent, une fois encore, été peut-être, je mets entre guillemets, mal géré par les acteurs du Sérail. Je ne peux pas le dire encore. J'ai dit peut-être, j'ai dit peut-être. Mais quand vous dites que l'argent a été mal géré, où est la présomption? Non, j'ai jamais dit que l'argent a été mal géré. Je continue à dire qu'il y a peut-être l'argent qui a été mal géré. Prisonnier à Nobel, s'il vous plaît, monsieur Jean-Marc, on arrive à vous. Non. En ce qui concerne le RDPC, il n'y aura pas de controverse. Lorsque le tribunal criminel spécial va faire ses enquêtes, il va donner un rapport. Ces personnes iront en prison si jamais elles sont incriminées. Et le RDPC ne va pas produire un contre-audit ou 3 ou 4, 5 audits pour enfumer la masse. Auditer, ça fait partie du cycle normal et c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je pense qu'il faut que l'on patiente jusqu'à ce qu'on ait le rapport final avant de jeter ces personnes-là à la vindicte populaire. Ce n'est pas un problème qui concerne exclusivement le RDPC. Je pense que les personnes qui gèrent la fortune publique ne sont pas, ou bien dans cette affaire, il n'y a pas que les membres du gouvernement qui sont impliqués. Toutes les personnes qui travaillent là, qui sont dans les affaires, ne sont pas exclusivement du RDPC. Le problème est plutôt vous commencez à un vous problème de moralité publique. Le scandale de Covid qui vient de passer tout de suite, je ne vais pas prononcer le nom, nous interpelle à ce sujet. C'est un problème de moralité publique et auditer chaque fois que les fonctionnaires travaillent, auditer leur opération, ça va assainir ces finances publiques. Je propose que nous patientons, nous attendons que la justice fasse son travail en faisant confiance aux magistrats du tribunal criminel spécial. Alors, il est question de faire confiance aux magistrats du TCS, le tribunal criminel spécial, où ont été conduits certains membres du gouvernement pour être entendus. Cette semaine également, on a vu les prestataires liés à la gestion de ces fonds Covid être également entendus au tribunal criminel spécial, sans rentrer dans le secret des auditions, des dépositions ou même de la procédure qui a été enclenchée aujourd'hui. Est-ce qu'on doit pouvoir dire que le gouvernement est dans la débandade avec ce rapport d'audit? C'est un rapport d'étape, faut-il le rappeler? Frédéric, il faut dire que le PCRN, notre parti, nous sommes un peu plus réservés quant à la sortie de ce document. En tant que le président national du PCRN a pratiquement vilipendé le dit document. Effectivement, quand vous dites vilipendé, il a complètement remis en cause la sincérité des allégations faites par le chef de rapport de la Chambre des comptes. On ne peut pas dire qu'il a remis en cause, il a questionné simplement le document, parce qu'il faut le dire, le document qui sort, qui dit que c'est un rapport partiel d'un côté, qui ne porte ni de signature ni de cachet de la provenance, en fait, qui certifie la provenance du document quelque part. Donc, pour dire que nous restons réservés quant à une prise de position par rapport quant aux commentaires que nous puissions émettre sur ce document. Toujours on ne commente pas davantage du ressenti des populations. Les populations sont plus frustrées, sont choquées pratiquement au regard de ce qu'ils ont lu. C'est ce que je voulais donc faire allusion en disant que, évidemment, lorsqu'on se retrouve devant de tels faits qui rendent, disons, au niveau de la population, une amertume vraiment très poussée de la légèreté dans la gestion de la chose publique. Je pense qu'il ne suffit pas simplement de s'adosser sur le dit rapport. Nous avons des événements passés déjà dans ce pays qui remettent à jour cette légèreté-là. Nous avons eu la CAN
qui a connu des controverses auxquelles jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas... Des rumeurs, vous voulez dire des rumeurs? Je dis bien des controverses. Ah d'accord. Je dis bien des controverses auxquelles nous n'avons pas eu de rapport ni de dit jusqu'aujourd'hui. Nous avons eu quand même des documents qui ont fuité aussi où on a vu des prix exorbitants relevant des prix de matière d'achat et autres. Mais c'était jusque-là, on n'a pas connu un audit ou alors des condamnations là-dessus. Mais nous pouvons aller plus loin. On a parlé de l'opération Épervier dans ce pays où on a énormément de personnes incriminées, des membres du gouvernement qui sont en prison. On peut autant dire qu'il y a une légèreté au niveau gouvernemental. Et ça, c'est là où le vrai problème arrive. Parce que si on se rend compte que c'est au niveau de la haute sphère de l'État que ce laxisme est constaté, le poisson pourri par la tête, il faut suivre mon regard, pour dire qu'on ne peut donc pas, à un moment donné de la vie politique ou alors de la vie d'une nation, penser que c'est ceux qui nous gouvernent qui puissent être les plus corrompus. Parce que on peut se dire que c'est une validation de la corruption au niveau de l'État. D'accord. Alors, légèreté dans la gestion des fonds Covid, M. Yoman du MR, mouvement des réformateurs, est-ce qu'on doit pouvoir dire aujourd'hui au regard de ce qui est convenu de citer par dans la suite du rapport d'audit de la Chambre des comptes, on parle de surfacturation, on parle de marchés fictifs et de bien d'autres manipulations, de fautes de gestion liées à la gestion des fonds Covid-19. Déjà, tout clairement qu'il y en a. Tout à l'heure, le plan du RDPC, on lui pose une question sur la Chambre des comptes. Directement, il met en avant le RDPC. Je ne sais pas si la Chambre des comptes est une cellule une succession du RDPC. Donc, c'est quelle question sur la Chambre des comptes, s'il vous plaît? Donc, clairement, la légèreté, elle n'est pas journaliste. Donc, clairement, la légèreté, elle est là. On ne peut pas la nier. Mais, en ce qui concerne le mouvement... Mais qu'est-ce qui peut justifier une légèreté aussi poussée, aussi forte pour ce qui est de la fonction publique? Mais quand vous dites que... Non, mais c'est pas beaucoup que je pose la question. C'est au représentant du MR. Allez-y. C'est clairement cette confusion. Votre question a un certain sens. C'est vous qui choisissez de penser que la question a un certain sens. Je lui pose la question, à lui de répondre à la question. Allez-y. Permettez que je réponde, monsieur le député. Permettez, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, la légèreté vient de ce qu'il y a une confusion manifeste entre l'État du Cameroun, qui appartient à tous les Camerounais, et le RDPC, qui est une association privée, qui n'appartient qu'aux militants du RDPC. Mais ces militants-là, puisqu'ils sont au pouvoir, ils sont accaparés l'État du Cameroun et veulent en faire leur propriété. Ça, c'est la première légèreté qui existe dans cette affaire-là. Maintenant, vous m'interrogez sur le rapport de la Chambre des comptes. Le leader du mouvement réformateur a fait une sortie qui a été publiée chez un de vos confrères en mai de ce semaine. Nous pensons que ce rapport de la Chambre des comptes, nous restons réservés, comme l'a dit le monsieur du PCRN. Nous restons réservés parce que d'abord, cette Chambre elle-même n'a pas pris la parole pour nous dire de manière exacte qu'elle est auteur de ce rapport-là. Donc, nous restons prudents. Elle n'a non plus rien dit. Nous regardons. Elle n'a pas contesté. Elle n'a pas non plus contesté. La justice ne communique pas en public de toute façon. Donc, nous restons réservés sur la question. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que vraiment, les Camerounais, au plus fort de cette crise, n'ont pas attendu ce rapport pour constater qu'il y a une malgouvernance dans la gestion des fonds Covid. Des soins ont été donnés, des morceaux de savon. Je ne sais pas si c'était pour lutter contre cette pandémie ou alors c'était pour justifier les sommes faramineuses qui ont été octroyées. Donc, le mouvement réformateur estime que l'affaire, si le rapport est celui de la Chambre des comptes, le TCS s'est saisi de l'affaire. Donc, les membres du gouvernement qui ont été convoqués et d'autres qui suivront, ils juste, comme je l'ai entendu, c'est de la présomption d'innocence. Donc, vraiment que les débats se fassent et qu'à la fin des procès, qu'on sache qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais nos mouvements réformateurs, on s'insulte de ce que il y a une cabale médiatique qui est organisée depuis que ce rapport est sorti, qui veut que ces 24 membres du gouvernement soient déjà coupables. Vraiment, nous aspirons à gérer ce pays, on ne fonctionne pas comme ça. Un rapport est sorti, c'est un rapport qui, dans son intitulé même, donne des orientations au TCS. Il n'a pas été sentencieux.
Donc c'est le TCS qui prendra sur lui de mener les échanges contradictoires pour en faire sortir la vérité qu'il y a dans cette affaire. Mais le commun du Camerounais, ce qu'il a vécu, il peut avoir des raisons de penser qu'il y a eu une certaine gabegie dans la gestion de ces fonds-là. Il y a eu une certaine gabegie dans la gestion des fonds Covid. C'est l'avis de la Chambre des comptes du Cameroun qui, dans ce rapport d'État, qui reste suffisamment controversé, quand même, semble demander les têtes. Et j'ai entendu sur... alors j'ai lu dans un ouvrage, même pas un ouvrage, dans un journal, par cette semaine, que le SDR attend de voir les têtes tomber. Bon, c'est un peu amusant. Bon, c'est un journal qui l'a dit, c'est pas moi. Bon, je vais dire ça autrement. Il faut d'abord que les gens demandent des excuses publiques à l'endroit de M. Parce que, quand il a commencé, je dis qu'il faut que ceux-là qui se réjouissent aujourd'hui de l'apport à la Chambre des comptes doivent demander des excuses publiques à l'endroit de M. Parce qu'il y a un an, quand il a commencé à dénoncer ces scandales, tout le monde s'est insurgé contre lui pour dire que qu'il fait dans l'acharnement contre un gars ou ça, les commentaires. Alors que ça n'avait rien à voir. La stigmatisation. Vraiment. C'est-à-dire que quelqu'un parle à la République, on ramène des débats dans les histoires du quartier. Voilà la vérité. Il faut que les gens lui demandent des excuses publiques. De deux, la Chambre de comptes est dans son droit, d'après l'article 41 de la Constitution, de pouvoir enquêter l'état d'avancement et la qualité de la gouvernance en ce qui concerne la dévolution du pouvoir économique. Elle est dans son droit. Elle a fait un rapport. C'était un rapport d'étape 7, mais qu'elle a envoyé. Moi, je ne sais pas ce qu'on débat ici. Si la chef de compte n'a jamais amené quelqu'un en prison, elle a fait son rapport, elle a dit qu'il y a des éléments graves de détournement de deniers publics. Il y a des faits. Je vais prendre quelques cas. Il y a le ministre de l'administration territoriale qui a reçu un don de tests Covid. Ce don a été vendu à 380 millions à l'État du Cameroun. Le Premier ministre est heureusement intervenu pour dire que monsieur remboursé. L'argent a été donné à la BGI Banque dans un compte privé. Il y a eu le cas du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Il y a eu plusieurs cas. Il y a 24 milliards qu'on a engagés pour l'achat des tests de dépistage Covid, où on dit un test, on dit le carton, le ministre du Commerce a précisé que le carton, lui, avait la mercuriale qu'il a signé, était que le carton de 25 tests coûte 17 500. Mais on a vendu, ils ont réussi à vendre le test à 17 000. Un test. Donc déjà un carton, il est déjà riche. Tranquillement, avec l'argent, on est tranquille. Donc, ce qui arrive, la Chambre de compte n'a pas condamné quelqu'un, ni arrêté une personne. Elle a envoyé, c'est le TCS qui est en train de mettre poursuivre. Parce que, pour que le procureur de la République, le procureur, le parquet ouvre une enquête judiciaire, ça veut dire qu'il y a des éléments probants de soupçons de détournement. Donc, voilà où il y a la vérité. Donc, on n'a pas assez structuré à ces institutions. Et je vais vous dire, quand vous lisez le rapport de la Chambre de compte, ces chiffres près exactement avec ce que le roi Jean-Michel Michel, dans le cadre de l'action gouvernementale, dans le cadre de ce pouvoir constitutionnel, de contrôler l'action gouvernementale, chiffre près. C'est exactement la même chose. Mais pourtant, le pauvre député d'autrui, qui ne fait que le travail du député dont il est, qui n'a bénéficié d'aucun soutien de notre parlementaire à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, les gens veulent parler autre chose. Même pas de son parti. Donc, je refuse d'entrer dans ce débat, mais je dis que le Parlement a 180 députés. Où sont les 160 députés de la majorité présidentielle? Donc, ils passent le temps à s'engraisser avec l'argent du contribuable. Les gens, je dis, il faut qu'on amende la Constitution, la loi portant code pénal au Cameroun. Le vol doit devenir un acte terroriste. Et le Cameroun aujourd'hui, à travers la crise Covid-19, montre que l'État du Cameroun est dirigé par des terroristes. Est-ce qu'on va pas braquer l'argent du contribuable? Est-ce qu'ils n'ont même pas pitié? Est-ce qu'on va pas parler après de loi liberticide qui va être prononcée? Non, parce que quand les gens prennent, ils saccagent 180 milliards.
de cette façon. Mais là, c'est déjà un jugement. Il a dit tout à l'heure. Il n'y a même pas d'excuse à tout le monde. C'est terroriste qui doit laisser payer. On est dans une espèce d'ambiance. Nous avons les terroristes. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. On est dans une véritable impasse aujourd'hui. Les uns évoquent la présomption d'innocence, ce qui est peut-être un bon droit. D'autres parlent de condamnation à prix. Est-ce qu'on est déjà dans des faits précis qui donnent de pouvoir penser que le rapport est un élément qui concourt à condamner X ou à ne pas condamner Y? Non, je pense que nous ne pouvons pas rejeter le rapport de la Chambre des comptes. La Chambre des comptes... C'est un signe que, parce que la Chambre des comptes ne s'est pas prononcée, on est un peu également dans une espèce d'imbroglio, parce qu'on ne sait pas véritablement si le dit document est sorti de la Chambre des comptes, et même s'il est sorti, à qui profite de crime. Monsieur Moutomé, vous savez qu'il y a eu des documents, le Cameroun, la nomenclature camerounaise n'a plus de secret, le secret de la nomenclature camerounaise est dans la rue. Il y a eu des documents que nous avons vus sur le net, des remaniements, où après le remaniement est sorti, et les ministres ont été au poste où nous avons vu des documents circuler sur le net. Mais je voudrais rappeler ici que nous sommes là dans la perspective de l'après-dia. C'est les lobbies qui se déchirent. Et puisque les lobbies se déchirent, il y a certains qui font sciemment de balancer les documents. Et je voudrais rappeler aussi qu'il faut que les gens comprennent quelque chose. Quand les gens parlent de la présomption d'innocence, oui, c'est le droit. Mais sauf que là, nous sommes en politique. Nous sommes en 1988, quand on commence à dire au chef de l'État qu'il y a des détournements de fonds publics. Il dit apportez-nous les preuves. Gaga Aman démissionne en 1992 parce qu'on l'avait appelé chasseur de baleines et il dit qu'il avait des preuves. Et nous sommes donc là, à la veille des années, nous sommes donc là au crépuscule des années 2000 où nous avons les preuves. Mais les preuves sont la pression du FMI et de la Banque mondiale. Et si vous regardez le Covid-2, c'est la même démarche. C'est sous la pression du FMI et de la Banque mondiale. Or, nous avons quand même eu, moi je vais pousser aussi. Le FMI vient d'accorder un... non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le FMI, dans des négociations, est en train d'accorder un nouveau prêt au Cameroun. Est-ce qu'il avait besoin de mettre une espèce de pic Damoclès ou alors de faire une espèce de chantage au Cameroun pour lui octroyer des fonds quand on sait que très souvent on n'a pas eu besoin de demander des audits sur des fonds qui ont déjà été prêtés au Cameroun par la même institution de l'État. Donc, monsieur Moutomé, vous savez que nous avons été sur ajustement structurel pendant presque une vingtaine d'années et le Cameroun en a souffert. Si nous allons encore au FMI aujourd'hui, ça veut dire que nous ne comprenons même pas où nous allons. Nous avons les gens qui ont bradé le trésor public du Cameroun. Et on nous demande les preuves. Nous n'avons pas besoin à un certain moment donné, de se rendre compte des faits. Parce que nous avons vu dans ce pays, on a dû mettre un ministre en prison dans ce pays, il était encore en fonction. Alors, nous ne pouvons pas venir sur les plateaux de télévision, penser que nous devons repousser, nous devons rejeter le rapport de la Chambre des comptes. Le rapport de la Chambre des comptes joue son rôle. Et je vous dis, aujourd'hui, gardez-le, minimum 5 ministres iront en prison. Minimum 5 ministres iront en prison sur cette affaire-là. Vous allez donc comprendre que la Chambre des comptes a joué son rôle. Parce que dans l'État du Cameroun aujourd'hui, c'est des lobbies. C'est des lobbies qui font prévaloir. Il y a des rapports de force. Quand les gens se posent la question, vous ne voulez pas, nous avons le rapport de la Chambre des comptes, Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous contestez. Est-ce qu'un membre de la Chambre des comptes, c'est les hauts magistrats qui y sont? Il y a des hauts magistrats également, toujours de la Chambre des comptes, qui n'ont peut-être pas participé à ce document, qui également ont quand même émis un certain nombre de réserves. Oui, mais ils ont émis un certain nombre de réserves. Ils n'ont pas rejeté, comme le monsieur du RDPC nous fait comprendre ici. Ils n'ont pas. Émettre des réserves veut dire qu'à ce niveau, je peux douter de tel ou de tel chiffre. Mais
ils sont d'accord avec le rapport, il est d'accord avec le rapport de ses collègues. Ça va donc aller au TCS. Ils sont en train de passer au TCS à tour de rôle. Il y a seulement un ministre futé dans ce gouvernement. Quand l'agent du Covid est venu, on a dit venez prendre le vôtre. Il a dit non. C'est lui seul qui marche maintenant, il chauffe, il danse à Yaoundé parce qu'il avait compris ça. Il avait dit l'agent qui vient du FMI, faites très attention. Je pense que les Camerounais, les gens ne peuvent pas prendre 180 milliards, mettre sur la table et décortiquer ça comme si c'était du pistache. Et que les Camerounais applaudissent. Alors je vais vous donner à chacun 2 minutes s'il vous plaît, parce que le temps imparti à ce programme arrive pratiquement à son thème, mais également il nous reste une problématique sur l'ordonnance signée par le chef de l'État Paul Biya. Là-bas également vous serez très précis, si concis, sur la question. Comment est-ce qu'on peut encore parler de détournement ou de présomption de détournement de deniers publics alors qu'on a une vaste opération qui s'appelait assainissement de l'os, rebaptisée par la presse Opération Épargné. Est-ce qu'on estime que cette opération ne vaut pas la peine et qu'il faut davantage continuer à ponctionner les caisses de l'État? Vous avez 1 minute 30. Le dit est une norme. Je pense que, contrairement à la récupération politique qu'on a là, le dit était prévu dans le décret qui repartissait ces fonds. Le décret est là, il y a un paragraphe où on dit que la Chambre des comptes peut auditer à tout moment. Le décret date du 22 juillet. On est d'accord sur le principe. Et nous sommes à moins d'une année, on a déjà un audit. Normalement, on devrait plutôt féliciter la Chambre des comptes qui a pris ses responsabilités au lieu d'essayer de récupérer ça de façon politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas encore conclure. Ces personnes sont en train d'être entendues par les magistrats du TCS. Ne les pendons pas sur les plateaux de télé. Les plateaux de télé ne sont pas la justice du Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez qu'on les livre à la population? Ils sont à la prison. J'ai suivi souvent des procès où des personnes contestaient des rapports et puis on annulait. Attendons la fin du procès avant de conclure. Alors, il faut attendre la fin du procès, mais en même temps, comment comprendre qu'on continue de voler alors qu'il y a une opération intervenante? Cela traduit simplement le laxisme qui caractérise celui qui est à la tête de ce pays. Vous savez exactement que nous ne pouvons pas venir aujourd'hui questionner si on a volé ou pas. La réalité est là. Notre pays ne connaît pas une gestion de contrôle. On n'a pas de contrôle. C'est pas aujourd'hui qu'on a des audits, qu'on n'a jamais eu le rapport. On a passé 3000 rapports en une année à la Chambre des comptes. Allez-y, je vous de ces rapports. Vous ne savez pas, je vous en prie. Donc, il est fort avéré que dans ce pays, on a beaucoup de projets qui n'arrivent pas à terme, justement parce que il y a toujours ces prévaricateurs de la fortune publique qui s'approprient cet argent parce qu'ils savent qu'il y a de l'impunité caractérisée. Alors, est-ce que c'est l'impunité caractérisée qui continue de justifier la situation qui se veut autour de ces fonds Covid? Naturellement, c'est l'impunité, M. Moutouma. Nous avons un régime de l'impunité, un régime de laxisme qui laisse faire et après coup essaye de combattre les brèches. Mais je voulais revenir sur un ou deux éléments qui ont été dit ici. Tout à l'heure, le monsieur du SDF a dit quelque chose sur l'honorable Mithieu. Et je pense que c'est à l'honneur de l'honorable Mithieu, ou bien à l'honneur de l'honorable Mithieu. Parce qu'une assemblée nationale qui a une mission de contrôle et un seul député qui a beau clamer, on n'a pas suivi. Même dans son propre temps, on n'a pas été suivi. Donc vraiment, un honneur à M. Mithieu. Et vraiment, le MR n'est pas dans la posture de contester le rapport ou de rejeter le rapport de la Chambre des comptes. On ne le rejette pas. Nous disons simplement que, rendu à ce niveau de la procédure, on ne peut pas encore être sentencieux. La procédure suit son cours au niveau du TCS. Donc, restons calmes. Ceux-là qui seront coupables de malversation, clairement, condamnés ouverts, ils iront là-bas. Alors, on est très loin de ce qu'on peut appeler aujourd'hui des condamnations. On est encore dans des présomptions, on est encore dans des auditions qui sont en cours, des opérations judiciaires véritables n'ont pas encore été lancées. On peut s'attendre également aussi à vivre ce qu'on peut appeler classiquement. Il n'y a rien, on passe à autre chose. Non, s'il y a des convocations, si l'information judiciaire a été ouverte, c'est parce qu'il y a des présomptions graves de malversation financière. On peut s'aboutir à l'arrêt des poursuites. Non, parce que ça ne pourrait pas arriver là pour rien. Parce que si l'information judiciaire, c'est parce qu'il y a des présomptions extrêmement importantes qui incriminent beaucoup de gestionnaires. Et de deux, il faut dire, cette affaire de Covid-19 ou Covid-19,
Ici, mais à nous que le problème de leadership national. Le Cameroun a un problème grave de leadership national. On ne peut pas être dans une république. Vous vous souvenez la dernière année qu'il y a eu un conseil ministériel dans ce pays? Est-ce que vous pouvez vous rappeler, M. Mouton? Il n'y en a pas. Mais le pauvre premier ministre dit qu'il tient le conseil cabinet chaque semaine. Tous les ministres lui disent que foutez dans la paix. Il ne vient pas. Le propre membre de son gouvernement. Donc c'est à partir de là qu'il faut questionner la responsabilité de gouvernement. Alors je n'ai pas encore entendu un ministre le dire du Premier ministre. De toute façon, là n'est pas la question. Clément Joumonfo, pour sortir de cette thématique sur ce Covid-grippe qui semble ébranler l'ensemble du pays et qui met en mal la gestion d'un argent dédié à la lutte contre une pandémie, au-delà de tout, est-ce qu'on peut estimer qu'on est en face d'une affaire qui risque de ne pas prospérer? Non, cette affaire, elle va prospérer. Parce que vous avez dit au moins 5 ministres iront en prison. Chacun a ses sources. Vous voyez qu'au Cameroun, chacun a ses sources. Mais la source judiciaire davantage que... Exactement. Elle est prépondérante, mais sauf que souvent la source judiciaire dont vous parlez, les gens disent que ça arrive. Vous savez que je vais dire entre griffes, quelqu'un a instruit à un ministre de la Justice d'arrêter les poursuites d'un autre condamné, de le faire sortir. Il a demandé, qui vous a demandé de me dire ça? La personne, le ministre est encore en prison. C'est un exemple, je peux citer les noms, mais je veux tout simplement dire que nous sommes dans un pays, nous sommes dans un pays où il y a des lobbies. Et quand on est en fin de règne, comme aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les gens se cognent les têtes. Les gens, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui à Yaoundé, les ministres ne se saluent plus à certains ministres? Je ne sais pas. Alors que le président a souvent parlé de la cohésion gouvernementale. Et nous avons, vous avez, moi j'ai encore une interview de Charles Dongo où le président disait, nous ne pouvons pas être en train de lutter contre la pauvreté et que nous acceptons que les gens détournent les fonds publics, ils rendront gorge. Mais je pense que lui, avec le lacisme, parce que chaque fois on le réveille, l'honorable Nintu a commencé, mais il faut dire bravo l'honorable Nintu, parce que même les députés du SD ne l'ont pas soutenu dans cette bataille. Alors, il faut le dire, il faut dire bravo. Nous constatons donc qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, M. Moutomé, si on commence à convoquer les ministres au TCS, ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Merci beaucoup à vous sur cette question également. On entame immédiatement la dernière problématique avec vous. Qu'est-ce qui peut justifier que le chef de l'État, Paul Biya, décide de revoir le budget, ou du moins certaines dispositions du budget? Le Cameroun se porte aussi mal sur le plan économique? Oui, le Cameroun se porte si mal. Nous avons 3 régions sinistrées déjà. Vous avez aussi la Cannes qui arrive. Il faut sortir. Vous avez beaucoup d'autres choses. Le Covid-19, puisque les Français ont dit que c'est un mot masculin maintenant, le Covid-19 est encore là, c'est pas encore parti. Il y a d'autres choses, il y a d'autres perspectives de lutte qui arrivent. Parce qu'en principe, nous constatons que nous sommes en fin de règne. Et quand nous sommes en fin de règne, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en un temps record. Vous allez constater, vous avez la guerre du Nozo, c'est pas fini. Vous avez la guerre nous, c'est pas fini. Vous avez la pauvreté ambiante sur le territoire national. Il n'y a pas de travail, ainsi de suite. Il faut peut-être subventionner les PME, les PMI. Nous sommes là dans une posture où le président de la République n'a pas le choix. Il n'a pas le choix que de hausser le budget. Il n'a pas le choix. Parce qu'il y a une partie du budget qui est affectée pour la guerre. Il y a une partie du budget qui est affectée pour la guerre. Il y a une partie du budget qui est affectée dans le nord. Alors, maintenant, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons combien de régions qui fonctionnent? 7 sur 10. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est au moins depuis 5 ans. D'accord. Vous pouvez donc comprendre que c'est ça qui met en mal l'économie du Cameroun. Alors, l'économie du Cameroun est mal. On a déjà revu le budget de 2020. Aujourd'hui, on revoit le budget de 2021. L'urgence est-elle suffisamment importante? Et quelle est la finalité ou l'objectif final de cette revalorisation, monsieur Oui, je pense que les circonstances déjà dont nous sommes victimes, c'est-à-dire la pandémie déjà et les crises, c'est-à-dire parlant de la crise du Nozo et celle qui a aussi connue, parce qu'il faut le dire, Boko Haram au nord n'est pas encore terminé. Donc le Cameroun a beaucoup de faces
bénéficient pas trop d'avantages financiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par là. La révision budgétaire traduit simplement cette volonté de s'aligner à la nouvelle donne qui s'impose au Cameroun. C'est-à-dire, quand je vais prendre peut-être l'exemple dans le projet de reconstruction du Nozo. Vous voyez, lorsque le Premier ministre est venu ici au GICAM, par exemple, à la présentation qui a été faite par le délégué, ministre de l'économie, il faisait état du programme de l'État pour citer un peu les entreprises du secteur privé pour s'intéresser dans la reconstruction du Nozo. Vous voyez, il y a certaines mesures comme l'allègement fiscal, par exemple. C'est des éléments qui ont effectivement qui sont en relation automatique dans le budget. C'est-à-dire que si la fiscalité de l'État est en mutation, automatiquement les retombées aussi doivent bouger. Donc ce qui fait qu'il y a autant d'éléments possibles comme ça qu'on peut relever qui puissent orienter et dire qu'on est à même de donner raison qu'il faille absolument revoir ce budget. S'il est à la hausse, c'est-à-dire qu'on a sûrement des points sur lesquels on sait, comme au niveau de la productivité. Aujourd'hui, on a eu les prévisions du FMI qui estiment à la hausse les prévisions de productivité de 3,5 du Cameroun, pour dire qu'on peut partir de là pour estimer qu'on peut relever un certain nombre de défis économiques. Le président de la République demande d'aller à la recherche des financements sur le plan national, sur le plan sous-régional, 350 milliards de francs CFA, 450 milliards de francs CFA, c'est des montants colossaux. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, quels peuvent être les axes prioritaires vers lesquels ces argents, si jamais ils arrivent à être collectés, devraient être versés? Déjà, je voudrais dire que revaloriser un budget, bien le revoir à la baisse, là, on est à la hausse. Là, il est à la hausse, mais l'année dernière, il était à la baisse. Je voulais dire que ces deux éléments-là, c'est dans la gestion normale des États. Il n'y a vraiment rien de nouveau dans cela. Mais seulement, aujourd'hui, vous me demandez dans quels axes prioritaires engager l'argent si jamais il est octroyé. Mais je pense qu'il nous sera octroyé. Je pense qu'en 2015, on a eu également de l'argent venant de l'ECREC dans ce sens. On ne peut pas la canne, M. Moutouré. Je pense qu'il faut finaliser. Olimbe est devenu comme un CFA numérique. On a déjà trouvé le financement pour Olimbe, 55 milliards de francs CFA, le débat n'est plus là. À ce jour, est-ce qu'on peut dire qu'Olimbe est déjà prêt? J'ai vu des images sur le financement déjà qui nous disaient qu'avec la lumière et tout. Mais je pense que c'est pas bon. Donc, il y a la CAN qui va prendre sa part dans cet argent-là. Le Covid, comme disait que c'est masculin maintenant, le Covid, c'est pas encore derrière nous. On vient de parler de 180 milliards qui ont été utilisés plus ou moins à bon escient par c'est votre mot, monsieur Bellemé, qui a été utilisé plus ou moins à bon escient. Je pense que l'aspect sécuritaire, le Nozo, le Grand Nord, c'est pas encore achevé. Donc je pense que ce sont les axes sur lesquels cet argent-là pourra être orienté. Et aussi, le Cameroun est dans une sorte de condition de vie très difficile. Les Camerounais sont pauvres. Donc je pense qu'il faut également revoir l'aspect infrastructurel, création des emplois, pour que vraiment le niveau de vie des Camerounais soit beaucoup plus acceptable. Alors on parle de ces financements qu'il faut aller chercher à l'extérieur, mais davantage des économistes pensent que ça relève encore le niveau de surendettement du Cameroun. Oui, c'est vraiment notre pays est une curiosité planétaire. C'est comme le jeune Moutouré, vous touchez un salaire de 1 million alterne. Vous avez des dettes de 3 millions. Vous empruntez pour payer la dette avec. C'est un raisonnement des gens marchent avec la tête le pied en l'air. On emprunte pour financer le secteur de production. Et maintenant, les fonds que ce secteur de production va générer, on va donc payer le service de la dette avec. Toutes ces dettes, c'est pour payer les dettes. Là, vous voyez le Cameroun, d'ici 2 mois, si aucune mesure, aucun accord n'est signé avec le Fonds monétaire international, on va se retrouver en cessation d'activité. En cessation de paiement. La théorie sera à plat. L'État sera en faillite.
C'est pour ça que vous voyez... Les économistes disent qu'un État ne peut pas être en faillite, puis il y a forcément toujours des mécanismes qui peuvent être mis en place. On a vu la Grèce en faillite. Sauf que les mêmes experts estiment que, ou pensent que la Grèce n'était pas en faillite, mais malheureusement ou heureusement, il fallait pour l'Union européenne de maintenir le gap. Super. On n'est pas sur la question. Allez-y. Ok, merci. Je dis donc que ces experts camerounais ont toujours dit que le Cameroun n'ira pas. Mais on a fait 20 ans d'achèvement social, on a perdu toutes nos entreprises. Ont été dilapidées. On en est là. Ces experts-là, ils vont dire ce métier de. Ils sont le problème, c'est que les gens qui décident de notre économie sont des gens qui ont appris à l'ENAM que l'économie est autoritaire. C'est pas possible. Vous pouvez rester dans un pays normal où le patronat invite un ministre et que le ministre dit qu'il ne vient pas. Alors que le patronat contribue à hauteur au moins de 40% au financement du budget qui assure le salaire à la fin du mois. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Donc, les 350, 450 milliards, c'est de l'argent, un, pour financer, pour payer la dette, deux, pour financer le train de vie somptuaire du gouvernement. Alors, on sortira avec vous cette question. Le chef d'État opte également pour le financement sur le plan international. On a parlé des eurobonds qui ont déjà été prospectés par le ministère de l'économie et même le ministère des Finances. Aujourd'hui, 700 milliards de francs CFA, c'est le plafond souhaité par le chef d'État Paul Biya pour la démarche au niveau international. Je remarque que mes copanélistes opposants bâtissent leur vie sur la critique absolue de toutes les actions du gouvernement. Une fois qu'on dit que telle chose a été modifiée, il faut critiquer, il faut absolument critiquer. Je pense que ce n'est pas une solution. Ce budget dénote principalement une chose. Nous voulons être prudents quant à notre avenir. Nous voulons être prudents quant à notre avenir. Il y a une crise que le Cameroun traverse, c'est la Covid-19. Le président met en œuvre des mesures pour que nous soyons suffisamment prudents. L'année dernière, on a baissé. Quand on a baissé, qu'est-ce que vous avez dit? Les plateaux télé, on écumait toujours en encensant les plateaux en disant que vous pensez que le Cameroun se porte bien? Est donné pour mort, mais l'économie a rebondi. Vous pensez que le Cameroun se porte bien? On a été classé parmi les nations les plus résilientes du Sahara. S'il vous plaît. En ce moment, vous dites sur quel critère? Mais lorsqu'il y a une opération, vous vous encensez, vous dites non. Pour vous, le Cameroun se porte bien. Pour un jeune comme vous, venez sur un plateau dire ça, que le Cameroun se porte bien quand on entend. Pour un vieux comme vous, normalement, un porteur de valeur, il était important de dire pour un jeune. Je vous incite. Nous avons commencé l'émission, messieurs. Nous avons commencé l'émission avec beaucoup de courtoisie et suffisamment de respect. Je souhaiterais que nous restions sur cette démarche jusqu'à la fin. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons accorder quelques minutes pour le tuer SMS. Laissez monsieur, laissez. Je ne savais pas que dire c'est une insulte. Sauf que je ne veux pas qu'on reste dans la danse. C'est le point, monsieur Nassé. Allons sur la logique de la fin de l'émission. Restons courtois. Restons courtois. C'était son temps, messieurs, c'est son temps de parole. Il a encore 2 minutes, s'il vous plaît, et on va prendre la SMS. Allez-y, monsieur Nassé. Je disais que nous voulons être prudents et que les opposants qui sont sur ce plateau arrêtent de bâtir leur existence sur la critique excessive du parce que vous ne faites rien, le Cameroun est en marre. Parce que depuis 1960, quelque chose, on voit que vous faites pire, vous n'êtes pas à la hauteur. Soyez des hommes de valeur. En tant qu'homme qui avait une certaine expérience politique, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez créé des leaders? Est-ce que vous avez montré le chemin aux jeunes? Je ne suis pas sûr. Ce que vous pouvez faire ici, c'est juste critiquer l'action du gouvernement. Et c'est dessus que vous basez votre fonds politique, votre fonds de commerce. Faites autre chose. Qu'est-ce qu'on dit de cette modification de cette discipline? Je le dis. Cela montre que nous voulons être juste prudents quant à notre avenir. L'avenir est incertain. Avec la pandémie du Covid, avec les différentes guerres dans lesquelles le Cameroun est engagé, ça montre tout simplement que le président de la République prend l'initiative pour être prudent quant à l'avenir du Cameroun. D'accord, merci à vous. S'il vous plaît, on va prendre les SMS des téléspectateurs. Bonsoir. Si le SDF veut reprendre sa place de leader de l'opposition, il doit se débarrasser des infiltrés du RDPC, comme son
vice-président, je reprends le SMS, qui en la présidentielle 2018 a été un allié pour le RDPC. L'honorable Mitchell est l'homme de la situation parce qu'il combat le régime RDPC. Le SDF est mort le jour où Frondier a salué M. Paul Biya, et ce jour-là, c'est depuis ce jour-là que le SDF est à porter la poisse, dit également représentant du PCRN de respecter les Camerounais. Le Cabral Libi, le député, est un allié caché de la RDPC. Pour preuve, les conseillers municipaux du PCRN ont voté les conseillers régionaux du RDPC. Et par ailleurs, M. Cabral Libi, de son point de vue, aurait gagné des marchés auprès de M. Manaouda Malachi. Je n'ai pas de précision autour de cette information-là. C'est un SMS téléspectateur. Bonsoir le plateau. M. Joumoafo, la politique est faite des compromis, et c'est pourquoi aucun parti politique ne fait l'unanimité en dehors du RDPC. Le reste, c'est des partis tribalistes. C'est Mohamed qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir le panel. Pourquoi les politiciens aiment faire dans la langue de bois? N'appelez pas ce numéro de téléphone, même si vous êtes à l'étranger, si vous pouvez envoyer votre SMS. Le représentant du SDF ose dire qu'il n'y a pas de problème dans son parti, mais de qui se moque-t-il de son parti ou des Camerounais? S'il vous plaît, on a dit que ça va pas de SMS, qu'il applique le 8-2 à l'honorable Mitchell, pendant le aussi, et ils vont vider le SDF des militants de poids, oubliant que chaque exclusion cause des départs des milliers de militants, qu'ils fassent une introspection pour sauver ce qui peut encore être sauvé. C'est Jean 2 qui a envoyé son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît, dites la vraie histoire au Camerounais, dit au représentant du SDF que les précurseurs de la démocratie au Cameroun ne sont pas, ce n'est pas le SDF, mais plutôt Ekan Alissé, Henriette Ekwe et Maître Yondo Black, arrêtés très au tribunal militaire et emprisonnés au début des années 1990 pour avoir voulu créer un parti politique, et comme Oumyabel, Félix Mounier, Ernest Wandje et autres, que le Cameroun trouve une journée spéciale pour rendre hommage à ces héros vivants. Peter, depuis le Lonaco, qui nous a envoyé également son message. Bonsoir. Je vais prendre le SMS tel qu'il est, même si on va me taxer, parfois on me taxe de partisans. Quand c'est le MRC, on doit couper les têtes une fois pour toutes, mais quand il s'agit du gouvernement ou du RDPC, on évoque la notion de présomption d'innocence. C'est Fofana qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Concernant bon après-midi, donc grand respect au plateau. Je souhaite un réservation SDF, grand respect à votre formation politique, mais elle est en train de mourir, elle n'est plus influente du tout. Tout ça à la faveur du PCRN. C'est Achille Aimé qui revient en disant que concernant la Covid-Gate, je me demande si le ministre de la Justice constate qu'il y a eu des détournements, va-t-il vraiment appliquer la loi, étant donné qu'il est du parti au pouvoir, mais ce serait mieux d'attendre l'issue de cet audit pour en tirer les leçons. L'honorable Mitchell avait-il raison? C'est une question également qui nous est posée. Bonsoir à vous, LTM. C'est la chaîne du monde, vraiment vous êtes grand. Merci également à vous. Plaignons un autre pays du fait que les Camerounais continuent à voler comme des souris, mais ne venez pas sur un plateau de télévision nous faire croire que ce n'est qu'au Cameroun que ça se passe ainsi. On vole également dans les pays, même les plus insoupçonnés. S'il vous plaît, suivez mon regard. Bonsoir, belle émission. Et surtout, courage à vous. Alors, ce présumé détourneur de fonds, qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants pour se justifier, car tout enfant prend pour modèle son parent au maire depuis Garwa Boulaye, qui nous a envoyé son SMS dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous. Tous azimuts, la réserve du PCN risque de les rattraper sur la Covid-Gate plus tard. C'est Francis également qui nous a envoyé son SMS. Il y a plusieurs SMS qui continuent d'arriver. On ne pourra malheureusement pas continuer à les lire encore ce soir. Merci à vous tous, messieurs, d'être venus. Le représentant du PCN, M. Marvel Ndjok, le représentant et responsable au sein du Social Democratic Front, le sieur Xavier Bélémier, le représentant... jamais dit que
il n'y a pas de crise au SDF. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème de l'honorable Nietzsche contre l'honorable Joshua. Merci beaucoup. Il y a une crise. Merci également au représentant du RDPC, M. Niasser. Merci à M. Yoman du MR, mouvement des mouvements reformateurs, et bien évidemment Clément Joumaflo, qui pourrait être un acteur politique qui observe encore la scène. Il a du mal à se décider, mais certainement qu'il va peut-être rejoindre les gens, peut-être il va rejoindre les rangs du RDPC ou du SDF ou du PCRL ou même du MR. On n'en sait rien. On ne quitte pas le Manidem pour rejoindre le RDPC. Je sais on pas. Ne quitte pas. Nous sommes vous ne verrez jamais un marxiste militer dans un parti capitaliste. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci également à l'équipe technique qui s'est donné couloir pour cette production, à la PDG qui était également dans les couloirs pour nous accompagner pour ce qui est de ce programme samedi. C'est prêt à Dieu. On va se retrouver samedi prochain, 15h précis, sur cette même antenne pour d'autres sujets avec de nouveaux invités. Une fois encore, bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.